Je n'ai réalisé ce qui se passait que lorsque mon corps avait déjà quitté la surface. Tout s'était enchaîné si vite. La poussée dans mon dos, le cri étouffé coincé dans ma gorge, l'eau salée qui m'envahissait les oreilles, le nez, la bouche. Alors que je sombrais, j'aperçus le visage de ma propre fille penchée au bord du bateau. Elle me regardait sans réagir. Pas de surprise, pas de panique, juste un regard vide, calculateur, celui de quelqu'un qui attend que la mer accomplisse ce que ses mains n'avaient pas osé. À cet instant, suspendu entre vie et mort, j'ai compris que mon sang avait conspiré contre moi. Tout cela pour une maison au bord de la mer et un héritage que certains ne pouvaient attendre. Tout fut si rapide que j'eus à peine le temps de le réaliser. Je me souvenais être assise sur ma terrasse, comme chaque jour, regardant un navire au loin, quand un couple s'arrêta devant moi. Lui, un homme âgé, mais qui se croyait encore jeune. Elle, une jeune femme qui aurait pu être sa fille. Leurs yeux croisèrent les miens. J'y vis la peur, le tremblement, la pâleur qui envahit ce visage que je n'oublierai jamais malgré les années. C'était Maxence, mon ex-gendre, celui qui il y a des années m'avait poussé d'un bateau en pleine mer, espérant me voir disparaître à jamais. Le même qui avait accéléré le moteur tandis que je me débattais, avalant l'eau salée, voyant ma propre fille faire semblant de ne rien voir. Le bateau s'éloignant à l'horizon, moi, à 74 ans, luttant contre l'océan entier qui voulait m'engloutir. Mais la mer a une longue mémoire. Et ceux qui naissent avec le sel dans le sang comme moi ne coulent pas facilement. Lorsqu'il me reconnut, il tira la jeune femme par le bras avec une telle force qu'elle faillit tomber. Puis il s'éloigna en trébuchant sur ses propres pieds, sans jamais se retourner. J'imagine ce qui lui traversa l'esprit. Comment cette vieille femme est-elle encore vivante? Comment a-t-elle survécu? Et maintenant, va-t-elle porter plainte à la police? Ah, s'il savait que je n'avais jamais eu besoin de gendarmes pour rendre justice. Ma mère l'avait déjà fait pour moi, m'assurant d'atteindre le port avant eux, trempés mais debout, les regardant droit dans les yeux quand ils amarrèrent le bateau. Leur visage valait mieux que n'importe quel procès ou toute prison. Je m'appelle Ernestine Lavandier-Bellemonde, mais ici tout le monde m'appelle Mamitine. J'ai 3 fils, chacun marqué par le sel et le soleil, comme doit l'être la vie d'une fille de pêcheur née à Port-en-Bessin, là-bas au bout de la côte normande. Aujourd'hui, je vis dans une petite maison simple à Étretat, face à la mer qui autrefois avait tenté de m'emporter, mais qui m'a rendue plus forte. Les voisins m'appellent « la vieille qui a vaincu la mer », et je les laisse dire, car j'ai vraiment vaincu, nageant des kilomètres malgré des jambes et des bras aujourd'hui fatigués, mais ce jour-là porteur d'une force que je ne soupçonnais pas. Et vous, qui m'écoutez maintenant, d'où venez-vous? De la terre ferme, ou avez-vous l'odeur de la mer sur la peau, comme moi? Laissez dans les commentaires votre nom et votre ville. Je veux savoir jusqu'où mes histoires d'eau salée peuvent voyager. Cette montre à mon poignet a une histoire. Elle m'accompagne depuis 65 ans, depuis que mon père s'est perdu dans une tempête alors que j'avais 12 ans. C'était la seule chose qu'on avait retrouvée de lui. Une montre étanche qu'il avait achetée à un marin étranger, capable de résister à la plongée. Le jour où on m'a poussé du bateau, la première chose que j'ai faite en tombant fut de regarder ma montre. Elle fonctionnait. Alors moi aussi, je me suis dit, je vais fonctionner. Je ne laisserai pas le dernier morceau de mon père disparaître avec moi. Port-en-Bessin, là où je suis née, est un de ces endroits où le temps semble passer plus lentement. Un petit port de pêche normand entouré par la mer. Une terre de pêcheurs qui se lève avant le soleil et ne reviennent que lorsque les filets sont pleins ou que le ciel menace de tourner. C'est là que mon père m'a appris à respecter la mer, mais jamais à en avoir peur. Qui a peur a déjà perdu, disait-il. Et moi, encore enfant, j'absorbais chacun de ces mots comme s'ils révélaient la vérité du monde. J'ai appris à nager avant même de marcher correctement. Ma mère est morte en me donnant la vie. Alors j'ai grandi sous la protection de mon père et des pêcheurs du port. Les autres femmes s'occupaient de moi quand ils partaient en mer, mais dès que j'ai grandi un peu, je l'accompagnais déjà sur le bateau. J'étais la seule fille parmi tous ces hommes, mais personne ne me traitait différemment. En mer, ce qui compte, c'est ce que l'on sait faire, pas ce que l'on a entre les jambes. Cette maison, personne ne devinerait qu'elle a été achetée avec l'argent du poisson. Ce n'est pas un palais, mais la vue sur la mer vaut plus que n'importe quelle fortune. D'ici, je peux deviner le changement du temps, la montée des marées, et quand les poissons commencent à courir. Pas besoin de météo ni d'application, la mer me parle et je sais encore l'écouter. Maxence est apparu dans la vie de ma fille Delphine avec des yeux sur ce terrain. Agent immobilier, voix douce, pensée dure. J'ai tout de suite compris qu'il n'était pas fiable. Mais qui suis-je pour décider de qui ma fille devait épouser? Elle avait 35 ans et n'écoutait plus les conseils.
Elle m'a dit que j'étais jalouse et que Maxence voulait le meilleur pour nous deux. Ah, si j'avais su ce que ce « meilleur » signifiait vraiment. Depuis cette terrasse, j'ai tout vu, des tempêtes arrachant des toits, des bateaux chavirés, des pêcheurs ne pas revenir. J'ai vu des baleines passer si près qu'on entendait leur souffle. Mais jamais je n'avais vu le regard de ma fille passer de l'inquiétude à la déception parce que j'avais survécu. Ça marque une mère plus profondément que les rides ou les cicatrices. Le jour où je suis tombée du bateau, ou plutôt quand on m'a poussée, la mer était calme et claire. Un ciel parfait, une eau transparente, le jour idéal pour disparaître. Ils pensaient que je ne survivrais pas, surtout avec le bateau qui s'éloignait rapidement. Mais ils avaient oublié que j'avais passé ma vie sur l'eau. Je lis les courants comme un livre ouvert et je sais nager contre la marée. Ici, les pêcheurs me respectent, non pas pour mon âge, mais pour mon histoire. Ils disent que la mer m'a rendu parce qu'elle l'a voulu, et ils parlent de moi avec respect. Si la mer m'a laissé revenir ce jour-là, c'est qu'elle a reconnu en moi une égale. Quand je revois le visage de Maxence aujourd'hui, tout effrayé, j'ai presque envie de rire. Presque, car je me souviens aussi de Delphine, prête à me voir mourir pour hériter plus vite. Comment une mère peut-elle accepter cela? Il n'y a pas de mots ni de pardon qui suffisent. Ou peut-être que si, mais je suis encore en train de décider. La vue d'ici n'a pas de prix, malgré les immeubles qui envahissent le port. Maxence m'a proposé un appartement une fois, un petit logement dans un bloc collectif. On me promettait que j'aimerais l'immeuble, avec son ascenseur et son gardien. On disait que je n'aurais plus à grimper les marches. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'au réveil, j'ai besoin de sentir la mer sous mes yeux. J'ai besoin du vent salé qui traverse les rideaux et du bruit des vagues qui se brisent en contrebas. Sans tout cela, je me fane comme une plante oubliée sans eau. La montre que je porte au poignet garde encore quelque chose de mon père. Les jours où tout devient lourd, je la regarde et j'ai l'impression qu'une présence me soutient. Ce jour-là, en mer, alors que je nageais de toutes mes forces, l'aiguille me semblait devenir une boussole qui me ramenait chez moi. Chaque tic-tac me répétait de tenir, de ne pas céder. Et je n'ai pas cédé. Le phare sur la jetée a été mon repère. Je l'ai aperçu au loin, minuscule point lumineux, et je n'ai pensé qu'à lui. Chaque brasse m'en rapprochait un peu plus. Tout mon corps souffrait, les muscles brûlaient et le sel me piquait les yeux, mais je ne quittais pas ce phare du regard. Je ne sais pas combien de temps j'ai nagé. La montre mesure les heures, mais dans la lutte, le temps n'a plus de sens. Quand j'ai enfin tiré mon corps hors de l'eau et posé les pieds sur la jetée, mes jambes tremblaient. Pourtant je me suis forcée à rester debout. Je me suis assise ensuite sur un banc, trempée, vidée mais vivante, et j'ai attendu. Je savais qu'ils devraient passer par là. Quand le bateau est apparu enfin et qu'ils m'ont vue assise sur le quai, on aurait dit qu'ils voyaient un fantôme. Maxence s'est figé au milieu de l'amarrage, la corde a failli lui échapper des mains. Delphine a laissé son sac glisser dans l'eau. Ils n'ont rien dit, et ce n'était pas nécessaire. Les anciens disent que la mer punit mais qu'elle enseigne aussi. Elle m'a appris qu'il ne faut jamais sous-estimer ce qui paraît fragile. Elle m'a appris que la vraie force n'est pas dans les muscles mais dans la volonté. Elle m'a appris que parfois le chemin le plus long est le seul qui ramène à la maison. À cette époque, cela faisait déjà des années que j'avais quitté la pêche. J'avais arrêté à 60 ans, quand mon corps n'en pouvait plus du roulis du bateau, du poids des filets et du froid des aubes. Mais le savoir était resté en moi. On ne sort pas la mer de celui qui y est né. Vous comprenez? On peut arracher la pêcheuse à la mer, mais on ne retire pas la mer de la pêcheuse. Aujourd'hui, à 83 ans, je regarde toujours cette mer qui a failli m'emporter. Je regarde passer les navires comme celui que j'ai vu avant que Maxence ne surgisse dans ma vie. La vie est étrange, elle joue des tours qu'on ne prévoit pas. Qui aurait cru que moi, simple fille de pêcheur de Port-en-Bessin, sans éducation ni fortune, avec pour seule richesse la connaissance des eaux, je survivrais à tout cela pour le raconter. Et pourtant, je suis encore là. Tant que j'aurai la force de m'asseoir sur cette terrasse et de fixer l'horizon, je continuerai. Mais avant de sauter à la fin, je dois reprendre cette histoire au tout début. Sinon vous ne comprendriez pas comment une femme comme moi s'est retrouvée dans cette galère. Je suis née à Port-en-Bessin, au bout de la Normandie, en 1942, dans une petite maison en bois que le vent faisait trembler à chaque tempête. Elle était si basse et si proche de l'eau qu'aux grandes marées, on devait poser les meubles sur des briques pour qu'ils ne soient pas mouillés. Mon père, Auguste Lavandier, n'était jamais appelé par son prénom. Pour tous, c'était le père Lavandier, le pêcheur le plus respecté du coin. Il connaissait chaque rocher, chaque banc de sable, chaque trou où se cachaient les poissons. Ma mère, je ne l'ai jamais connue. Elle est morte en me donnant la vie. L'accouchement fut long et difficile, et il n'y avait pas de médecin, seulement une sage-femme.
Quand je suis enfin née, elle avait déjà perdu trop de sang. Mon père disait qu'elle avait eu la force de me prendre une fois dans ses bras, de me regarder dans les yeux et de prononcer mon prénom. Ernestine, pour que je n'oublie jamais que je viens de la mer, puis elle a fermé les yeux et ne les a plus rouverts. Sur les photos que mon père gardait, elle semblait être une jolie jeune femme aux cheveux noirs et lisses, au visage rond, toujours souriante. Parfois, je me demande comment ça aurait été de grandir avec elle. Sans mère, j'ai été élevée par mon père et les autres femmes de la communauté. C'était comme ça autrefois, tout le monde s'occupait de tout le monde. Le matin, mon père me laissait avec Josette, merveilleuse, pendant qu'il partait en mer. Quand il revenait, j'avais déjà déjeuné, joué et appris quelque chose de nouveau. Le lendemain, c'était chez Françoise Lebrun ou chez tante Mariette, qui n'était même pas ma tante par le sang, mais tout le monde l'appelait ainsi. Chacune m'apprenait un peu de ce qu'elle savait, préparer le poisson, raccommoder les filets, tresser l'osier ou raconter des histoires. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était quand mon père m'emmenait avec lui. Je ne sais même pas exactement à quel âge j'ai commencé à aller en mer. J'étais si petite que je ne me souviens même pas de la première fois. Mon père m'attachait avec une corde à la taille fixée au bateau pour que je ne tombe pas à l'eau pendant qu'il pêchait. Et je restais là, à les regarder jeter le filet, tirer et trier les poissons avec ses mains énormes et calleuses. C'est durant ces matinées, bercées par le roulis du bateau, que j'ai appris que la mer n'est pas seulement de l'eau. C'est un être vivant qui respire, qui a une humeur et qui parle à ceux qui savent écouter. J'ai appris à nager avant même de marcher correctement. Mon père me jetait dans l'eau peu profonde et disait « Viens jusqu'ici, Tin ». Au début, je me débattais, j'avalais de l'eau et je pleurais, mais j'ai vite pris le coup. À 3 ans, je nageais déjà comme un petit poisson. À 5 ans, je plongeais jusqu'au fond pour ramasser des coquillages. À 7 ans, j'accompagnais déjà mon père dans des pêches plus longues, l'aidant à attirer les filets légers, trier le poisson et appâter les hameçons. Les autres enfants jouaient à la poupée, au ballon ou à cache-cache. Moi, je jouais à pêcher. La maison où nous vivions était simple, mais nous n'avons jamais manqué de nourriture. Ce que mon père pêchait, nous en mangions une partie et vendions le reste. Il n'était pas homme à boire, à jouer ou à dépenser pour rien. Chaque petit sou qu'il économisait, il le gardait dans une boîte cachée sous le plancher. Pour tes études, Tin, disait-il, pour que j'aie une vie meilleure que la sienne. Mais je ne voulais pas d'une vie meilleure. Je voulais cette vie-là, dans le balancement du bateau, dans l'odeur du poisson, dans l'horizon sans fin. Quand j'avais une dizaine d'années, mon père m'a donné mon premier couteau de pêcheur. Petit mais très tranchant. Maintenant, tu es assez grande, Tin. Tu peux nettoyer ton propre poisson. C'était plus qu'un couteau, c'était une reconnaissance. Dans la communauté, tout le monde l'a su. La fille du père lavandier n'était plus une petite fille, c'était une apprentie pêcheuse. C'est à cette époque que j'ai gagné mon premier surnom, la fille poisson. Les autres gamins se moquaient de moi, disant que je passais tant de temps dans l'eau que j'allais finir par avoir des branchies. Ça ne me dérangeait pas le moins du monde. Au contraire, j'aimais ça car le poisson est un être vif, malin et sûr de sa trajectoire. Je voulais lui ressembler. Tout a basculé le jour de mes 12 ans. C'était un mercredi, et je m'en souviens comme si c'était hier. Le ciel avait pris une teinte étrange, légèrement verdâtre sur les bords. Mon père leva les yeux, eut l'air comme un chien flairant l'orage, et déclara « Aujourd'hui, on ne sort pas, Tin, le temps n'est pas bon. » Mais Marcel Béa au rivage, un pêcheur assez récent dans le coin, surgit alors, affirmant avoir repéré un immense banc de maquereaux près des aiguilles d'Étretat. Il insista jusqu'à ce que mon père finisse par céder. « D'accord, allons-y. Mais la petite reste, ajouta-t-il. Évidemment, je fis ma crise. Je voulais partir avec eux comme à l'accoutumée. Papa, je t'aide toujours. Pourquoi je ne peux pas aujourd'hui ? Il devint sérieux, ce qui était rare. Parce qu'aujourd'hui, la mer n'est pas clémente, Tin. Et tu vas m'obéir. J'eus peur. Mon père ne s'était jamais exprimé avec une telle rigueur. Alors, je restai boudeuse chez Josette, la regardant par la fenêtre leur bateau s'éloigner à l'horizon. Ce qui s'ensuivit, je ne le sus que par les récits des autres pêcheurs. La mer changea brutalement, comme elle sait parfois le faire. Le ciel s'obscurcit, le vent se leva, et la pluie tomba en rafales. Les vagues prirent une ampleur incroyable, semblable à de véritables montagnes d'eau. Le bateau de Marcel et mon père, trop petit pour affronter cette tempête, ne résista pas. Et elle chavira. Quand les autres pêcheurs arrivèrent, ils ne trouvèrent que des morceaux du bateau flottant. De Marcel, aucune trace. De mon père, seulement sa montre étanche accrochée à un bout de bois, celle-là même que je porte encore aujourd'hui. Ils cherchèrent pendant des jours tous les navires de la région. Mais la mer, quand elle prend, ne rend pas toujours. À 12 ans, je devins orpheline. Sans mère, sans père.
Juste la mer comme seule famille. Et la communauté se réunit pour décider de mon sort. Il y avait une tente à Fécamp pour m'accueillir ou l'orphelinat à Honfleur. Mais je refusais de quitter Port-en-Bessin. C'était mon territoire. J'y connaissais chaque coin, chaque habitant, chaque mouvement de l'eau. Finalement, c'est Josette qui régla l'affaire. La petite reste avec moi, annonça-t-elle sans demander l'avis de personne. Elle connaît déjà ma maison, et je suis habituée à elle. J'ai élevé des enfants, je sais faire. Et ce fut ainsi. Je déménageai chez elle dans une maison un peu plus grande, un peu plus éloignée de l'eau, mais toujours avec vue sur la mer. Les premiers jours, je ne pouvais même pas regarder l'océan. J'étais en colère contre lui pour avoir emporté mon père. Mais je compris rapidement que ce n'était pas la faute de la mer. C'était celle du vent, de la pluie, de la tempête et peut-être un peu de l'entêtement de Marcel qui avait voulu sortir ce jour-là. La mer avait simplement suivi sa nature. Avec le temps, la douleur s'atténua mais ne disparut jamais totalement. Mon père me manque chaque jour, mais j'ai appris à transformer ce chagrin en force et en savoir. Je me mis à étudier la mer plus profondément. Les courants, les marées, les vents, les signes annonciateurs de tempête, tout ce que mon père m'avait enseigné, ajouté à ce que j'apprenais seul ou avec les pêcheurs plus âgés. À 15 ans, je savais autant que n'importe quel adulte du port. Je connaissais chaque roche, chaque banc de sable, chaque crevasse où les poissons se cachaient. Je pouvais observer le ciel et prédire la pluie, scruter l'eau et prévoir la montée de la marée. C'était comme si la mer me parlait, me confiait ses secrets. Dites-moi une chose. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un de votre famille vous considérait non pas comme un parent, mais comme un obstacle sur son chemin? Quelqu'un qui devrait vous protéger, mais qui semble attendre que vous chutiez. Je veux savoir si je suis la seule à avoir ressenti ça. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai annoncé que je deviendrais pêcheuse. Pas apprentie, pas aide, mais pêcheuse à part entière, avec mon propre bateau, mes filets, tout le nécessaire. Les gens ont éclaté de rire. Une femme n'est pas faite pour pêcher, disait-il. Une femme reste à terre, nettoie le poisson, vend au marché. Et la mer, c'est pour les hommes. Même Josette, ma mère adoptive, ne m'a pas encouragée au début. Ma petite, ce n'est pas une vie pour une jeune fille. Comment vas-tu te marier ainsi? Quel homme voudrait d'une femme qui sent le poisson? Mais j'avais hérité de l'obstination de mon père. Et j'avais la boîte contenant l'argent qu'il avait économisé toute sa vie, que Josette m'avait remise à mon arrivée chez elle. C'est pour toi, m'a-t-elle dit. Ton père voulait que tu fasses des études, mais si ce n'est pas ton choix, fais-en quelque chose de bien. Alors j'ai agi. J'ai acheté un petit bateau ancien, presque à la retraite, et je l'ai retapé avec l'aide de Victor Borivage, un charpentier ami de mon père. J'ai acquis des filets d'occasion, des hameçons, des appâts, tout ce qu'il fallait. Le premier jour où je pris la mer seule, tout le monde s'était rassemblé sur le rivage pour regarder. Il y avait même des paris. Combien de temps mettra-t-elle avant de revenir en pleurant? 1 heure, 2 heures, allait-elle seulement sortir de la baie? Je partis alors que la nuit n'avait pas encore cédé. J'y ramais doucement, sentant le vent sur mon visage et le balancement familier du bateau. J'ai suivi les mêmes parcours que ceux que je prenais avec mon père. J'ai jeté le filet exactement comme il me l'avait appris et j'ai attendu. Quand je suis revenu, la nuit tombait presque. Le bateau était si chargé de poissons que ramer devint difficile. Je me suis arrêté devant tous ceux qui attendaient sur la rive. J'ai déchargé ma pêche sans dire un mot. Il n'y avait pas besoin de paroles. L'état de maquereau, sole et hareng parlait pour moi. À partir de ce jour-là, personne n'a plus douté. Certains continuaient de râler, de murmurer dans mon dos, mais face à moi, c'était « Bonjour, Mamitine. Bonne pêche, Mamitine. Comment est la mer aujourd'hui, Mamitine ?» J'avais gagné ma place. Non pas parce que j'étais une femme, ni parce que j'étais la fille du père lavandier, mais parce que j'étais compétente dans ce que je faisais. Les années passèrent et je devins de plus en plus habile. J'avais un don particulier pour comprendre la mer, un don que même les pêcheurs les plus chevronnés n'avaient pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme un 6e sens. Je savais où les poissons allaient se trouver et le moment exact pour jeter le filet quand le temps allait changer. Les autres pêcheurs commencèrent même à me demander conseil. Mamitine, pensez-vous qu'on puisse sortir demain? Mamitine, où y a-t-il le plus de poissons cette semaine? J'ai été la première femme pêcheuse de Port-en-Bessin, mais pas la dernière. Bientôt, d'autres jeunes femmes vinrent me voir, voulant apprendre. Au départ, c'étaient celles qui n'avaient pas d'autre choix, veuves, orphelines, femmes seules. Puis arrivèrent celles qui aimaient simplement la mer, comme moi. J'ai enseigné à toutes celles qui se présentaient. Certaines abandonnaient vite. Incapables de supporter la dureté de la vie en mer, d'autres persévéraient et devenaient de bonnes pêcheuses à leur tour. À 30 ans, j'avais un bateau plus grand,
Une clientèle fidèle et un petit pécule de côté. Port-en-Bessin devenait trop petit. Le poisson se faisait plus rare, la concurrence augmentait, et j'avais envie de découvrir d'autres horizons, d'autres mers. C'est alors que j'appris qu'un pêcheur d'Étretat vendait son poste sur la plage. Son bateau était en bon état, la petite maison proche de la plage, et la clientèle déjà établie. J'y n'ai pas hésité une seconde. Le déménagement fut difficile. Quitter la ville où j'étais né, les gens que je connaissais depuis toujours, même la mère qui avait été presque une amie. Mais je sentais que je devais partir. C'était comme si la mère elle-même me disait « Il y a plus à voir pour toi, il y a plus de vie là-bas ». Je suis arrivé un jour de pluie fine, ce crachin normand qui ressemble plus à une brume. La petite maison que j'avais achetée était plus modeste que celle de Port-en-Bessin, mais la vue était spectaculaire. On pouvait voir la baie d'un côté et la mer ouverte de l'autre. On apercevait les bateaux entrer et sortir du petit port, les bateaux de plaisance, les pêcheurs comme moi. À Étretat, la pêche était différente. La mer plus agitée, les courants plus forts, les poissons d'autres espèces. Mais je m'adaptais rapidement et eus une idée que personne n'avait encore eue. Je vendais le poisson directement sur la plage aux touristes. J'installais une petite table, je nettoyais le poisson sur place et je le proposais au double du prix du marché. Le week-end, quand la plage se remplissait de Parisiens en visite, il arrivait même qu'une file se forme. C'est ainsi, en vendant du poisson à Étretat, que j'ai rencontré Henri. Il tenait une petite épicerie non loin et venait régulièrement acheter du poisson frais pour son déjeuner. Au début, ce n'était que des « bonjour, au revoir ». Puis les conversations se sont allongées, et un jour il m'invita à dîner chez lui. Moi, qui n'avais jamais prêté attention aux histoires de fréquentation ou de mariage, j'acceptais par politesse plus que par curiosité. J'avais 35 ans et je menais déjà une vie bien ancrée de célibataire. Mais Henri était différent des hommes que j'avais rencontrés auparavant. Il ne se souciait pas de mon odeur de poisson, de mes mains calleuses ou de ma manière un peu brusque de parler. Il aimait écouter mes histoires de la mer, de la vie à Port-en-Bessin, des tempêtes que j'avais affrontées. Et surtout, il me respectait en tant que pêcheuse. Il n'a jamais cherché à me sortir de ce monde comme d'autres avaient tenté. Nous nous sommes mariés 6 mois après le début de notre relation, dans une cérémonie simple à l'église du village, entourée de quelques amis et voisins. Ma famille n'était plus, Josette était morte quelques années plus tôt. La vie de mariée ne bouleversa pas ma routine. Je continuais à prendre la mer à l'aube, à revenir avec mon bateau chargé, à vendre le poisson sur la plage. La différence, c'était qu'à présent quelqu'un m'attendait à la maison, quelqu'un avec qui je pouvais partager mes journées. À 37 ans, alors que je n'y pensais plus, je tombais enceinte. Ce fut une surprise totale. Le médecin me prévint que ma grossesse serait à risque, compte tenu de mon âge. Il me conseilla de me reposer, de ne plus faire d'efforts et de ne jamais penser à monter sur un bateau. Ces 9 mois furent les plus difficiles de ma vie. Habituée à la liberté de la mer, je me retrouvais confinée à la maison, observant l'océan par la fenêtre sans pouvoir le toucher. Delphine naquit un après-midi de tempête. L'accouchement fut long et difficile, à l'image du mien. À un moment, je craignis de connaître le même destin que ma mère et de laisser ma fille orpheline comme j'avais été. Mais je tins bon. Quand ce petit être pleurnichard fut enfin posé dans mes bras, je sus que tout en valait la peine. C'était une fille magnifique, parfaite, avec les yeux de son père et, disait-on, le menton têtu comme le mien. 2 semaines après l'accouchement, je repris la mer. Delphine restait avec une voisine ou parfois avec Henri, lorsqu'il n'avait pas beaucoup de clients à l'épicerie. Ce n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. J'aimais ma fille plus que tout, mais j'avais aussi besoin d'être mère et pêcheuse en même temps. Delphine grandit bercée par le bruit des vagues. Ses premiers pas furent sur le sable de la plage. Ses premiers jeux consistaient à ramasser coquillages et étoiles de mer que je lui rapportais. J'essayais de lui apprendre à pêcher comme mon père me l'avait enseigné, mais elle montra peu d'intérêt. Elle préférait rester à l'épicerie avec Henri, aider à servir les clients, compter l'argent et ranger les étagères. Elle avait la tête pour les chiffres, pour le commerce, mais pas pour la mer. La vie suivait son cours paisible jusqu'au jour où Henri tomba malade. Tout commença par une toux persistante, puis la fatigue et l'essoufflement. Quand il consulta enfin un médecin à Fécamp, il était trop tard. Cancer du poumon, agressif et rapide. En 6 mois, il était parti. J'avais 50 ans, Delphine 13. Le choc fut immense. Henri n'était pas seulement mon mari, il était le père de ma fille, l'homme qui m'aidait à la maison et à vendre le poisson. Soudain, tout reposait sur mes épaules, la pêche, la vente, l'éducation de Delphine, les factures. Mais j'avais déjà affronté pire. J'ai retroussé mes manches et j'ai continué. J'ai pêché plus, travaillé plus, dormi moins. J'ai fait ce qui devait être fait.
Delphine m'aidait du mieux qu'elle pouvait. Elle s'occupait des tâches de la maison et travaillait sérieusement à ses études. C'était une fille responsable, parfois trop adulte pour son âge. Après la mort de son père, elle avait grandi d'un coup. Quand elle a fini le lycée, elle a voulu suivre des études de gestion à Fécamp. Elle faisait l'aller-retour en bus tous les jours. J'ai payé comme j'ai pu, en vendant plus de poissons, en économisant surtout, et avec un peu d'argent qu'Henri avait laissé de côté. Je voulais qu'elle ait ce que je n'avais pas vu, un diplôme. Une chance de réussir sans souffrir physiquement. Elle a réussi. Elle a obtenu son diplôme et trouvé un emploi à Saint-Valery-en-Caux, puis dans une plus grande entreprise à Fécamp. Tout allait bien pour elle. Elle gagnait son argent et construisait sa vie. Je continuais à pêcher, mais ce n'était plus pareil. Mon corps commençait à se faire sentir, le dos, les articulations, la fatigue persistante. Et la mer est généreuse, mais elle prend son dû. À 60 ans, j'ai décidé d'arrêter. J'ai vendu le bateau, rangé les filets et accroché mes bottes. Ce n'était pas facile, mais il fallait savoir changer de cap. La retraite n'était pas luxueuse, mais suffisante pour vivre. J'avais ma maison, mes économies, je ne devais rien à personne. C'est à cette époque que Delphine a rencontré Maxence. Elle avait 23 ans, lui environ 30. Agent immobilier à Fécamp. Bien habillé et toujours en train de parler. À eu début, je ne l'aimais pas. Il avait un air artificiel, comme s'il essayait de vendre quelque chose même hors du travail. Mais Delphine semblait amoureuse et qui étais-je pour m'opposer? Ils se sont fréquentés plusieurs années, se sont fiancés, puis mariés. Et la cérémonie était bien plus grande que la mienne. Église pleine, réception avec traiteur et photographe, tout y était. Maxence voulait montrer qu'il pouvait payer. Ils ont acheté un petit appartement à Fécamp, bien situé. Delphine travaillait dans une société de comptabilité. Tout semblait aller, heureux et ordonné. Je restais dans ma maison, seule, mais toujours face à la mer. Je saluais les pêcheurs qui partaient à l'aube et donnais parfois des conseils sur le temps ou la pêche. On me prenait pour un oracle local. Si Mame Titine dit qu'il va pleuvoir, il pleuvra. Delphine et Maxence venaient me voir le week-end. Au début, tout se passait normalement. On déjeunait, on parlait, parfois il restait dormir. Mais j'ai vite remarqué que Maxence observait beaucoup ma maison. Il mesurait, évaluait, regardait chaque détail. Une fois, il m'a même demandé combien valait le terrain. Je ne sais pas, ai-je répondu. Je n'ai jamais pensé à vendre. C'est là que sont apparues ces insinuations. Mame Titine, cette maison est trop grande pour vous. Il y a beaucoup de cambriolage ici. Monter ces marches doit être difficile à votre âge. Toujours avec ce sourire commercial et cette voix douce qui ne me trompait pas. Je répondais la même chose, je suis bien ici, Maxence. Cette maison, c'est ma vie. Je n'en sortirai que pour aller au cimetière. Au début, il reculait, mais revenait vite avec une autre approche. Elle était persistant et déterminé. La goutte d'eau a été le jour où il est arrivé avec une brochure d'une maison de retraite. Résidence, a-t-il précisé en voyant ma tête. Un très bel endroit, Mame Titine. Infirmière 24H24, repas équilibré. Activité. Vous aimeriez? C'était la première fois que je perdais patience. Écoute-moi bien, mon petit. J'ai passé ma vie à me débrouiller seule, à affronter la mer plus dangereuse que n'importe quelle côte. Ce n'est pas maintenant que je vais m'enfermer pour attendre la mort. Tant que je peux me lever, je resterai dans ma maison. Il est devenu rouge, gêné, et a rangé la brochure. Mais j'ai vu dans ses yeux quelque chose de glacial. Une détermination froide, calculatrice. Comme s'il disait, on verra jusqu'où ça ira. Le pire, c'était de voir Delphine, ma propre fille, se joindre à son mari. Maman, Maxence ne veut que ton bien. Maman, on s'inquiète pour toi ici toute seule. Maman, imagine si tu tombes, si tu te sens mal, qui viendra te secourir? Au début, je croyais à une inquiétude sincère. Puis j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière. J'ai remarqué des changements chez elle aussi. La façon dont elle regardait la maison n'était plus celle d'une fille attachée à son enfance, mais celle d'une personne qui évaluait et calculait. Elle partait vite après ses visites. Ses appels se faisaient rares et brefs. Ma petite fille changeait, et pas pour le mieux. Un jour, seule sur ma terrasse, regardant la mer, j'ai compris la vérité. Ce n'était pas seulement Maxence qui voulait la maison. Delphine la voulait aussi. Pas pour y habiter, mais pour la vendre. Trota était devenu un lieu prisé, les terrains face à la mer valaient une fortune. Pourquoi attendre ma mort s'il pouvait me convaincre de vendre avant? C'était comme recevoir une gifle. Ma propre fille me voyait maintenant comme un obstacle entre elle et une somme d'argent. Je ne l'ai jamais confrontée directement. Peut-être par orgueil, peut-être par peur. Mais j'ai changé ma façon d'être. Je restais en retrait, je ne donnais plus mon avis. Et si le sujet de la maison revenait, je détournais la conversation.
J'avais créé une armure, épaisse et silencieuse. Les visites et les appels se sont fait plus rares. Jusqu'à la veille de mes 74 ans. Delphine m'a appelé. Maman, on veut te faire une surprise. Maxence a loué un bateau. On va se promener en mer, comme tu aimes. Pendant un instant, j'ai cru à une vraie attention. Je me suis demandé si je m'étais trompée. Avait-il vraiment à cœur mon bien-être ou n'était-ce qu'une manipulation? J'ai accepté l'invitation, excitée à l'idée de retrouver la mer ce matin-là, pour mon 74e anniversaire. Je me suis levée tôt. Le soleil venait à peine de se lever, et la mer était un miroir calme. Je me suis habillée avec soin. Ma robe bleu clair, pratique pour la mer, mes cheveux attachés en chignon. J'ai mis de la crème solaire, et bien sûr, la montre de mon père au poignet, toujours avec moi. Delphine est arrivée à l'heure, chose rare. D'habitude, Delphine était en retard, toujours avec la même excuse, les embouteillages. Pas cette fois. À l'heure pile, elle klaxonnait déjà dehors. Elle était venue seule, conduisant la berline argentée de Maxence. Maxence est déjà parti régler les derniers détails du bateau, a-t-elle expliqué. Sur le chemin de la marina, Delphine semblait nerveuse. Elle parlait trop, gesticulait, changeait de sujet au milieu des phrases. J'ai pensé que c'était juste l'anxiété de me faire un cadeau. Elle savait combien la mer me manquait et combien il avait été difficile d'abandonner la pêche. C'est un joli bateau, maman, a-t-elle dit. Je pense que tu vas l'aimer. Il a même une partie couverte si le soleil tape trop fort. La marina était à une vingtaine de minutes, un endroit sophistiqué, fréquenté par des yachts et voiliers de riches propriétaires. Ce n'était pas mon monde. Mon bateau de pêche était toujours amarré directement sur la plage, sans chichi. À notre arrivée, Maxence nous attendait sur la jetée, habillé de blanc, tout sourire, ressemblant à un mannequin. « Joyeux anniversaire, mamitine !» s'est-il exclamé en venant m'embrasser. L'embrassade était froide, comme toujours, mais le sourire semblait plus large et animé. « Prête pour la meilleure promenade de votre vie ?» J'ai trouvé cette phrase étrange. Pourquoi la meilleure promenade de ma vie, moi qui connaissais chaque vague, chaque courant après des décennies en mer? Mais je n'ai rien dit. Le bateau était vraiment beau. Ce n'était pas un yacht de luxe, mais ce n'était pas non plus un simple bateau de pêche. C'était un des cruisers avec une cabine à l'avant, un espace ouvert à l'arrière avec des banquettes rembourrées et un moteur puissant. Maxence a aidé à monter à bord. « Nous pouvons aller où vous voulez », a-t-il dit. Dès que nous étions sur le bateau, j'ai remarqué quelques détails étranges. Nous n'étions que 3, alors que Maxence avait parlé d'amis. Une bouteille de champagne trônait dans un seau à glace, mais seulement 2 flûtes étaient présentes. Aucun gilet de sauvetage en vue, pourtant obligatoire sur un bateau de plaisance. J'ai gardé mes soupçons pour moi. C'était mon anniversaire. Delphine et Maxence avaient préparé une surprise. Maxence a pris la barre et bientôt, nous laissions la marina derrière nous. La journée semblait parfaite, ciel bleu, soleil brillant mais doux, brise légère qui ridait à peine la surface de la mer. Je me suis assise à la proue, sentant les embruns sur mon visage, retrouvant la sensation familière de liberté que seule la mer procure. Pendant un moment, tout allait bien. Maxence naviguait correctement, maintenant une vitesse agréable. Delphine restait à mes côtés, me montrant les îles, les autres bateaux, un groupe d'oiseaux. Nous parlions de choses banales, le temps, les nouvelles du quartier, une émission de télévision à regarder. Après environ 1 heure, j'ai remarqué que nous nous éloignions beaucoup de la côte. On ne voyait plus les maisons, juste une ligne sombre contre le ciel. Maxence avait changé de cap, se dirigeant vers une zone déserte, sans autres embarcations. « Où allons-nous » ai-je demandé, tentant de paraître détendu. « C'est une surprise » a-t-il répondu sans détourner les yeux de l'horizon. « Un endroit spécial, avec une vue incroyable et des dauphins qui apparaissent toujours ici. » Les dauphins. Je les avais toujours aimés. Quand j'étais pêcheuse, ils suivaient souvent le bateau, sautant dans les vagues laissées par l'embarcation. C'était toujours un signe de bonne fortune de voir des dauphins, mais quelque chose dans la voix de Maxence sonnait faux. On aurait dit qu'il répétait une phrase apprise par cœur. 1 demi-heure plus tard, nous étions très loin de la côte. Elle n'était plus qu'une fine ligne à l'horizon. La mer restait calme, mais au large les vagues étaient plus hautes et le bateau tanguait plus fort. Maxence a réduit la vitesse puis a coupé le moteur. Le bateau s'est mis à dériver lentement. Nous sommes arrivés, a-t-il annoncé comme s'il nous avait conduites vers un lieu spécial. Mais tout autour, il n'y avait que de l'eau à perte de vue. Pas d'île, pas de récif, aucun repère, seulement la mer ouverte. Trinquons à votre anniversaire, mamitine, a-t-il lancé en saisissant la bouteille de champagne. Le bouchon a sauté d'un geste maîtrisé, a volé et disparu dans l'eau. Il a servi 2 flûtes, en a donné une à Delphine, puis a sorti un gobelet en plastique de nulle part pour me servir.
Pourquoi le gobelet en plastique? Ai-je demandé, incapable de me retenir. Oh, j'ai cassé une flûte en préparant tout, a-t-il répondu trop vite. Il m'a tendu le gobelet avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À votre santé, Mamitine, que vous ayez encore de nombreuses années devant vous. J'ai pris le gobelet mais je n'ai pas bu tout de suite. Je les ai observés trinquer et avaler une gorgée avant de me regarder, comme s'ils attendaient. C'est là que j'ai vu le regard échangé entre eux. Rapide, presque imperceptible, mais complice. Mon estomac s'est noué. J'ai porté le gobelet à mes lèvres en feignant de boire. J'ai juste effleuré le liquide sans avaler. Le goût était étrange, amer, pas celui d'un champagne normal. J'ai baissé le gobelet et souri. Délicieux, ai-je menti. Merci pour le cadeau. Maxence a semblé se détendre, comme soulagée. Delphine, elle, paraissait de plus en plus tendue et évitait mon regard. Vous savez, Mamitine, a commencé Maxence en s'approchant d'un pas nonchalant. J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation sur la maison. À point on y revenait. Qu'est-ce qu'elle a, la maison, Maxence? Ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Vous avez raison de ne pas vouloir la quitter. C'est votre foyer, construit avec tant de sacrifices. J'y pense que nous n'avons pas été justes en insistant. Ces mots m'ont surprise. C'était la première fois qu'il semblait me donner raison. Était-il possible qu'il ait enfin compris? Avait-il renoncé? Mais vous savez, a-t-il poursuivi. Nous n'avons pas non plus bien expliqué notre point de vue. Ce n'est pas qu'une question d'argent, même si la maison vaut une fortune. C'est qu'on veut que vous ayez du confort, de la sécurité. Une vieillesse tranquille. Je vous ai déjà dit que je suis très bien dans ma maison, Maxence. Je n'ai pas besoin de plus de confort que celui-là. Je comprends, a-t-il murmuré. Il a regardé l'horizon et a soudain pointé du doigt. Regardez, je crois que j'ai vu un dauphin là-bas. Instinctivement, je me suis tournée. Rien que de l'eau. Pas de dauphin. Avant que je puisse le dire, j'ai senti ses mains dans mon dos. Une poussée forte, déterminée. Je n'ai même pas eu le temps de crier. En une seconde, j'étais encore sur le bateau. Et la suivante, je tombais. L'air s'est arraché de ma poitrine avant l'impact avec l'eau. Elle était glacée, bien plus qu'elle n'en avait l'air. Le choc thermique a été immédiat, mes muscles se sont contractés tout seuls. J'ai coulé de quelques mètres avant de réussir à m'orienter. La clarté au-dessus de moi trahissait la surface et je me mis à nager instinctivement dans cette direction. Quand ma tête perça l'eau, j'entendis le moteur du bateau rugir. Je me retournai juste à temps pour voir Maxence accélérer et s'éloigner rapidement. Delphine se tenait à la poupe, le regard fixé vers l'arrière. Nos yeux se croisèrent un instant, sans triomphe ni satisfaction, seulement une résignation triste. Puis elle détourna le visage et le bateau devint peu à peu un simple point à l'horizon. Je restais là, flottant, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Ma propre fille, mon propre sang venait d'accepter de me laisser mourir en pleine mer. Tout cela pour une maison, pour de l'argent. La douleur de cette trahison était plus glaciale que l'eau autour de moi. Pendant quelques secondes, une part de moi voulut abandonner et se laisser entraîner, comme mon père l'avait été des années auparavant. Ce serait si simple, il suffirait d'arrêter de se débattre et de couler lentement. Et la mer m'enlacerait et m'emporterait vers le fond, vers le silence, vers la fin de toute douleur. Mais mon poignet me rappela à la réalité. Et la montre était toujours là, intacte, en marche. J'y la regardai machinalement. Elle indiquait 11h23. Ce chiffre précis, la continuité de cette petite machine ayant résisté à tant de tempêtes, me ramena brutalement au présent. Non, dis-je à haute voix, bien qu'il n'y ait personne pour m'entendre, je ne vous ferai pas ce plaisir. La décision était prise. J'allais lutter, j'allais survivre, j'allais revenir. Non pour me venger, même si une part de moi en rêvait, mais pour affirmer que ma vie valait plus qu'on ne croyait. La première étape était de comprendre ma situation. Je fis lentement un tour sur moi-même pour avoir une vision complète et ne vis rien que la mer à perte de vue. Puis, là-bas, très loin, une ligne sombre se dessinait et un point lumineux presque imperceptible scintillait, le phare de la jetée d'être. Il me fallait calculer. Et la marée montait elle ou descendait elle. Une montante m'aiderait à rejoindre la côte, une descendante m'en éloignerait. J'observais le mouvement de l'eau. Mes années d'expérience me soufflèrent que j'étais au début du jusant. Mauvais signe. Cela signifiait que le courant jouerait contre moi. Mais rien n'était impossible. Le vent soufflait d'est en ouest, faible mais régulier, formant de petites vagues que je pourrais exploiter si je nageais en diagonale. Je connaissais bien les courants de cette zone. Il y avait un flux principal parallèle à la côte et plusieurs secondaires créés par le relief sous-marin. Si mon estimation était correcte, la meilleure stratégie serait de nager non pas tout droit vers la terre mais légèrement sur la droite, là où le courant serait moins fort. J'y fis un calcul mental de la distance.
Si le phare que je voyais était bien celui d'Étretat et si ma position approximative était juste, je me trouvais à environ 5 km de la côte. Une distance redoutable pour quelqu'un de mon âge, mais pas irréalisable. J'avais déjà nagé de telles longueurs plus jeune, dans des circonstances bien différentes. Et la technique serait essentielle. Je ne pouvais pas nager en crawl sans interruption, je m'épuiserais trop vite. Je devais alterner les styles, économiser mon énergie et me servir des courants et des vagues. Ces pensées traversèrent mon esprit en quelques minutes, toute mon expérience accumulée se cristallisant en stratégie de survie. Mon père aurait été fier. Bon, vieille mère, murmurai-je, encore une fois, juste nous deux. Voyons qui gagnera cette fois. Je me mis à nager. Crawl pour prendre de l'élan, de longs gestes mesurés, une respiration maîtrisée. Mes vêtements étaient lourds, mais la robe de coton n'entravait pas trop mes mouvements. J'avais déjà expulsé mes chaussures dès ma chute dans l'eau, un réflexe instinctif de quelqu'un qui connaît la mer. J'avais pris soin de repérer des points fixes pour ne pas me désorienter. Le phare servait de repère principal, mais j'avais aussi remarqué une formation nuageuse immobile à l'horizon et une tache sombre sur la ligne côtière que je supposais être une zone boisée. Ces marques visuelles m'aideraient à garder mon cap et à éviter de nager en rond, erreur fréquente de ceux qui se perdent en mer. Le premier kilomètre se passa presque sans difficulté. Mon corps, malgré mon âge, se souvenait des gestes et retrouvait naturellement son rythme. L'eau était froide, mais pas au point de provoquer une hypothermie immédiate. Le soleil contribuait à maintenir ma température corporelle. Au 2e kilomètre, la fatigue commença à se faire sentir. Mes bras brûlaient, mes jambes s'alourdissaient. Je passai un moment sur le dos pour solliciter d'autres muscles et soulager ceux déjà épuisés. Le ciel au-dessus était d'un bleu limpide, le soleil presque à son zénith. Il devait être autour de midi. Je repris le crawl après avoir récupéré un peu, avec des mouvements plus courts et plus économes. La côte paraissait plus proche, mais encore terriblement lointaine. Le phare clignotait régulièrement comme s'il me défiait de l'atteindre. Au 3e kilomètre, les choses devinrent vraiment difficiles. Mon corps n'obéissait plus avec la même spontanéité. Chaque geste exigeait un effort conscient, comme un ordre donné directement par le cerveau à des muscles récalcitrants. Ma respiration se faisait plus courte, plus hachée. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois, flottant sur le dos pour reprendre mon souffle. Lors d'une de ces pauses, je sentis quelque chose frôler ma jambe. Probablement un poisson, mais ce contact inattendu fit monter une bouffée d'adrénaline. Les requins étaient rares dans cette zone, mais pas impossibles, et un corps qui s'agite dans l'eau peut attirer des prédateurs. Je repris ma nage avec une urgence renouvelée. L'eau devenait plus agitée. Le vent s'était levé, créant de petites vagues contrariantes. Chacune représentait une mini-bataille, passer au-dessus avant qu'elle ne casse ou me retrouver prise au milieu à avaler de l'eau salée qui me brûlait la gorge. J'avais commencé à me parler à voix haute. « Alétine, tu as déjà affronté pire. Tu te souviens de la tempête ? Là c'était l'eau déchaînée. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. » Parler m'aidait à rester concentré et éloignait le désespoir qui menaçait d'envahir mon esprit. Cela me rappelait aussi que j'étais encore vivante et en train de lutter. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon. Depuis combien de temps étais-je dans l'eau ? 3 heures, 4, ma montre indiquait 15h42. Plus de 4 heures de nage. Dans des conditions normales, j'aurais déjà rejoint la côte. Mais rien n'était normal. Je n'étais plus jeune. Le courant jouait contre moi et la fatigue prenait son dû. C'est alors que j'aperçus une bouée rouge, une de ces grosses bouées marquant le chenal de navigation. Elle n'était pas sur mon trajet direct, mais offrait un repos possible. Je changeai d'angle et nageai en diagonale pour l'atteindre. Quand je parvins enfin à agripper la structure métallique, ce fut comme retrouver la terre ferme après un déluge. Mes bras tremblaient d'épuisement et mes jambes peinaient à me maintenir à flot. Je restai accroché à la bouée, respirant profondément pour récupérer un peu d'énergie. Elle possédait une petite plateforme réservée aux techniciens, et avec un effort immense, je parvins à m'y hisser. Elle était étroite, j'y tenais à peine assise, mais sa solidité me rassurait. Je m'accordai 10 minutes de repos complet, laissant le soleil devenu plus doux caresser ma peau et sentant le balancement familier de la structure sur les vagues. Des là-haut, je voyais mieux la côte. J'étais plus proche que je ne le croyais, le phare d'Étretat se dessinait nettement, ainsi que plusieurs grandes constructions le long du rivage. Peut-être 2 km et demi tout au plus, une distance banale en temps normal mais qui paraissait désormais un marathon. Je n'avais pas le choix. La nuit tomberait dans quelques heures, et nager dans l'obscurité serait infiniment plus dangereux. Je devais avancer tant que la lumière me restait. Avec un soupir profond, je glissai de nouveau dans l'eau. Mon corps protesta aussitôt,
Les muscles se bloquaient, les articulations brûlaient. J'ignorais la douleur et recommençais à nager, alternant crawl et brasse pour ménager mes bras déjà épuisés. Cette dernière étape fut la plus difficile. Chaque mètre semblait coûter le double d'énergie, et le courant se renforçait comme si la mer elle-même voulait m'empêcher d'arriver. Les vagues frappaient plus souvent mon visage, m'obligeant à avaler de l'eau salée qui me donnait la nausée. À plusieurs reprises, je pensais à abandonner. Mon corps implorait le repos, mon esprit se troublait, et tout aurait été si simple, cesser de lutter, me laisser emporter loin de la douleur, de la trahison, de l'épuisement. Mais chaque fois que cette pensée surgissait, je la chassais avec un souvenir précis. Mon père m'apprenant à nager, la naissance de Delphine, ma première pêche réussie, la vue de ma terrasse à l'aube, ces petits instants de joie et de paix qui valaient la peine de continuer. Et puis il y avait l'image de Maxence et Delphine repartant au port, convaincus que j'étais morte et que leur plan avait réussi. Cette idée me donnait une énergie que je ne soupçonnais plus. Le ciel prenait des teintes orangées quand j'aperçus enfin l'entrée du port. Les bateaux de pêche revenaient de la journée en mer et les petites embarcations de plaisance regagnaient la marina. Personne ne remarquait la petite silhouette qui nageait lentement vers la jetée. Les 100 derniers mètres furent comme un état second. Mon corps bougeait par pure obstination, par refus d'accepter la défaite. L'eau devenait moins profonde et je sentis par moments le sable sous mes pieds. Mais je n'avais plus la force de me lever, de marcher, je continuais à me traîner dans l'eau jusqu'à ce que mes mains touchent les pierres de la jetée. Dans un effort final, je m'agrippai à l'échelle de métal incrustée dans le mur. Chaque échelon fut une bataille. Mes bras tremblaient violemment, mes jambes semblaient faites de gelée, mais je grimpais, un à un, jusqu'à rouler enfin sur le béton de la jetée. Je restais allongé là quelques minutes, sentant le sol rugueux sous mon dos, tout mon corps palpitant et ma respiration haletante. J'étais vivante, contre toute probabilité, contre les souhaits de ma propre fille, contre l'âge et la fatigue. Quand je parvins à m'asseoir, je vis quelques personnes me regarder avec curiosité. Une vieille femme trempée surgissant de la mer. J'avais sans doute l'air d'une apparition ou d'une créature mythique. « Madame, ça va ?» demanda un homme en s'approchant avec hésitation. « Vous avez besoin d'aide ?» Je secouai la tête, encore trop essoufflé pour parler. J'ai désigné un banc tout proche et il a compris tout de suite. Il m'a aidé à me lever et m'a soutenu jusqu'à ce que je puisse m'asseoir. « Vous voulez que j'appelle une ambulance ?» a-t-il insisté, visiblement inquiet. « Non », ai-je fini par répondre d'une voix faible. « J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Il a hoché la tête, mal à l'aise, ne sachant plus quoi faire. Puis il s'est éloigné lentement, jetant encore des regards inquiets par-dessus son épaule. Assise sur le banc, j'ai senti mon corps se calmer, ma respiration retrouver peu à peu son rythme normal. J'ai levé les yeux vers ma montre. Incroyable, elle fonctionnait toujours. Elle indiquait 19h17. Presque 8 heures passées à lutter pour rester en vie. C'est alors que je l'ai aperçu, le bateau. Celui qui m'avait emmené au large avant de repartir en me laissant mourir. Et elle entrait maintenant dans le port. Maxence était à la barre, Delphine à ses côtés. Et elle semblait tendue, préoccupée. Bien sûr qu'il l'était. Il devait déjà élaborer une histoire crédible. L'accident tragique, la belle-mère âgée tombée du bateau alors que tout le monde était distrait, les recherches désespérées et infructueuses, la décision douloureuse de revenir chercher de l'aide. Une histoire soigneusement construite pour cacher la vérité. Leur assassinat prémédité. L'abandon délibéré. Je suis resté immobile, les observant accoster et amarrer le bateau. J'ai vu l'instant précis où ils m'ont remarqué. Maxence m'a vu en premier. Il aidait Delphine à descendre quand ses yeux ont croisé les miens. La couleur a quitté son visage. Il s'est figé, la main encore tendue vers ma fille. Delphine, comprenant que quelque chose n'allait pas, a suivi son regard. Elle m'a vu à son tour. Son visage s'est défait. Elle a porté les mains à sa bouche, a vacillé comme sous un choc et a dû s'appuyer contre le flanc du bateau pour ne pas tomber. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Je suis restée assise, trempée mais vivante, les fixant droit dans les yeux. La peur sur leur visage était la seule confirmation dont j'avais besoin. Ils étaient incapables de feindre une surprise joyeuse ou un soulagement de me retrouver vivante. Il n'y avait que la terreur de ceux qui voient leur plan s'effondrer et font face à la preuve vivante de leur crime. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis levée lentement. Chaque muscle protestait, mais je me suis redressée, droite et digne. Je leur ai tourné le dos et j'ai commencé à m'éloigner de la jetée. Chaque pas était une douleur, mais aussi une victoire. Chaque mètre qui m'éloignait d'eux me rapprochait d'une nouvelle vie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir leurs expressions, leur confusion ou leur panique. Je savais ce que j'avais à faire désormais, et cela ne les concernait plus.
Jamais plus. Certains ne croient pas qu'une vieille femme de 74 ans puisse nager des kilomètres en pleine mer jusqu'à atteindre le port. Si vous pensez que cette histoire est celle d'une vieille folle, inutile de cliquer sur « j'aime ». Mais si vous savez que la force ne réside pas dans l'âge mais dans la détermination, alors aimez cette vidéo, mon ami. Cette nuit-là, j'ai dormi chez une voisine. Josette, toujours bienveillante, ne m'a posé aucune question. Quand je suis apparue à sa porte, trempée et épuisée, elle m'a simplement donné des vêtements secs, de la nourriture chaude et un lit. Elle a juste dit « Demain, vous me raconterez si vous le voulez. Point maintenant, reposez-vous ». Et je me suis reposée. Un sommeil profond, sans rêve, le corps récupérant de l'effort immense. Au réveil, le lendemain matin, chaque muscle me faisait souffrir comme si j'avais été battue. Mais j'étais vivante, et c'était tout ce qui comptait. Je savais que Maxence et Delphine viendraient me chercher. Ils auraient besoin d'assurer mon silence, de construire une version plausible, de me convaincre de ne pas aller à la police. Mais je n'étais pas prête à les affronter. Pas encore. J'avais besoin de temps pour réfléchir et décider de la suite. La mère m'avait offert une seconde chance. Je n'allais pas la gaspiller dans la précipitation. Je me demande encore ce qui leur est passé par la tête quand ils m'ont vue assise sur ce banc de la jetée. Moi, qui aurais dû être morte au fond de l'eau, dévorée par les poissons, j'étais là, trempée mais vivante, les regardant droit dans les yeux. C'était comme s'ils avaient vu un fantôme. Maxence, qui avait toujours été si loquace et plein de paroles, resta soudain muet devant moi. Delphine, ma propre fille, faillit perdre connaissance et dut s'appuyer au bastingage pour ne pas basculer. Je ne prononçai aucun mot, ce n'était pas nécessaire, car le silence en disait plus que n'importe quelle plainte. Ce moment suspendu résumait tout, ils savaient désormais que je savais. On ne pourrait plus faire passer cela pour un accident, prétendre qu'ils avaient paniqué en me voyant tomber et qu'ils m'avaient cherché pendant des heures. Leur visage, figé dans la terreur, révélait la vérité nue. Je garde ce souvenir comme s'il datait d'hier, l'odeur du sel, le fracas des vagues contre la jetée, le cri des mouettes au-dessus de nous et ce silence lourd entre nous trois. Un silence qui réclamait toutes les trahisons, tous les mensonges et tout le mal qu'ils avaient voulu me faire. Dans un film, j'aurais peut-être élevé la voix, fait du scandale, appelé la police, mais la réalité fut autre. À cet instant précis, je ressentis une paix étrange, presque froide, parce que j'avais survécu. J'avais vaincu la mer, et leur perfidie me suffisait pour le moment. Je me levai lentement, le corps meurtri par des heures de nage, et haranguai d'un geste les lambeaux de ma robe trempée. Je passai la main dans mes cheveux collés par le sel, puis je leur tournai le dos et me mis à marcher. Chaque pas fut une victoire, chaque mètre m'éloignant d'eux une libération silencieuse. Je ne me retournai pas une seule fois, je n'avais aucun désir de contempler leur panique ou leur confusion. Je savais qu'ils restaient là, paralysés, incapables d'agir, confrontés à l'échec de leur plan. Leur projet parfait avait foiré et ils faisaient face à l'impensable, un témoin vivant de leur crime. Ce n'était pas seulement l'effroi d'avoir frôlé la mort, c'était la conscience que les plus proches avaient tenté de vous supprimer. Sa propre fille, celle dont on avait porté l'enfant, nourri le corps et sacrifié tant d'efforts, s'était trouvée mêlée à ce dessein. Comment surmonter une telle trahison? Comment continuer à vivre après cela? Cette nuit-là, je n'osais pas rentrer chez moi, j'avais peur qu'ils n'y viennent, qu'ils n'essaient quelque chose. Je me rendis chez Josette, ma voisine au grand cœur, une femme âgée qui m'avait toujours témoigné de la bonté. Je arrivai trempée et épuisée à sa porte, l'air d'une âme en peine, et elle faillit s'évanouir en me voyant. « Miséricorde, Marianne, que t'est-il arrivé ?» me dit-elle, mais je ne livrai pas toute la vérité. Je contentai de raconter que j'étais tombée d'un bateau lors d'une promenade et que j'avais nagé jusqu'à la côte. Même cette version à moitié dite peinait à paraître crédible sans inclure la part la plus sombre, l'implication de ma propre fille. Josette ne posa pas plus de questions et me donna des vêtements secs, un bol de soupe chaude et un lit pour la nuit. C'était une femme de bien, de celles qui se font rares aujourd'hui. « Demain, si tu veux, tu me raconteras, dit-elle, maintenant, tu dois te reposer. » Je dormis comme une souche, complètement anéantie par l'épuisement. Au réveil, chaque muscle me lançait, mais j'étais en vie et il fallait décider des suites à donner. La solution la plus évidente eût été de porter plainte contre eux, j'avais des éléments circonstanciels solides, la promenade en mer à 3, la boisson probablement trafiquée, le fait qu'on m'avait laissé dériver au lieu de tenter de me sauver. Pourtant, ce serait ma parole contre la leur, et ils diraient que c'était un accident, qu'ils m'avaient cherché sans succès et qu'ils étaient revenus au port désespérés. Malgré ma colère et ma blessure, Delphine restait ma fille, et l'idée de la voir en prison, même après sa trahison, me serrait le cœur.
Quelle justice rendrait le crime sans anéantir ce qui subsistait encore de ma famille? Je choisis donc de ne pas aller au commissariat, sans pour autant laisser passer l'affront. Je déciderai d'une autre forme de justice, plus lente peut-être, mais réfléchie et implacable. Ce matin-là, après avoir remercié Josette, je me rendis directement chez Marcel Beauregivage. Il avait été le compagnon de pêche de mon défunt mari, mais contrairement à nous, il avait suivi des études et était devenu avocat, approchant déjà la quarantaine, un exemple rare de quelqu'un qui se bat toute sa vie pour réaliser ses rêves. Maintenant, il tenait un petit cabinet au centre-ville, où il s'occupait principalement de gens simples comme nous. Marcel faillit tomber de sa chaise quand je franchis la porte. « Mamie Tine, je pensais justement à vous. C'est votre anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? J'allais passer plus tard pour vous embrasser. » Quand je lui racontai ce qui s'était passé, son visage passa de la surprise à l'horreur, puis à la colère. Marcel avait toujours eu une affection particulière pour moi et pour Henri. Nous avions été parmi les premiers à l'encourager à étudier, à lui prêter des livres, à croire qu'il pouvait devenir plus qu'un simple pêcheur. Vous devez porter plainte, Mamie Tine. C'est une tentative d'homicide. Ils l'ont planifiée et exécutée. Ils n'ont échoué que parce que vous êtes plus forte qu'ils ne l'imaginaient. Je lui expliquai mes raisons de ne pas vouloir impliquer la police. Il ne fut pas d'accord au début, mais il respecta ma décision. « Alors, que voulez-vous faire » demanda-t-il. « Je veux changer mon testament », répondis-je sans hésiter. Aujourd'hui même. Marcel comprit immédiatement. La raison de tout cela était la maison, le terrain valorisé face à la mer. Si je mourais sans testament, Delphine, en tant que fille unique, hériterait automatiquement de tout. Mais je pouvais changer cela. « Vous avez quelqu'un en tête, un autre parent, un ami » demanda-t-il. Je ne veux pas le laisser à une personne. Je veux le léguer à la coopérative des pêcheurs artisanaux de l'État. Ces gens préservent la pêche traditionnelle et soutiennent les pêcheurs âgés qui transmettent leur savoir aux jeunes. Marcel acquiesça, approuvant l'idée. Je peux préparer le document aujourd'hui même. C'est simple. Vous devez juste être certaine de votre décision. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, répondis-je. Pendant qu'il rédigeait le document, il me parla du développement de la coopérative et de son rôle essentiel. Elle organisait les pêcheurs pour obtenir de meilleurs prix, luttait contre la pêche prédatrice, enseignait des techniques durables et préservait le savoir traditionnel des anciens. Votre maison sera entre de bonnes mains, Mamie Tine, dit-il. Ils pourront en faire un centre d'études, un lieu de rencontre ou même une école pour la nouvelle génération. L'idée me plut immédiatement. Ma maison, construite avec tant de sacrifices et avec l'argent que j'avais gagné toute ma vie à la pêche, continuerait à servir la communauté, même après mon départ. C'était une façon d'honorer non seulement mon travail, mais aussi celui de mon père, de mon mari et de tous ceux qui avaient vécu de la mer. Honnêtement, je signai le Nouveau Testament cet après-midi-là. Marcel fit appeler 2 secrétaires de l'étude notariale voisine comme témoins, et le document fut enregistré officiellement chez le notaire, sans possibilité de contestation. Désormais, même s'ils essayaient encore et réussissaient la prochaine fois, ils n'obtiendraient pas ce qu'ils désiraient tant. Le lendemain, je retournai chez moi, un peu effrayée. Je ne vais pas le nier, mais je ne pouvais pas continuer à vivre en fuyant. Cette maison était la mienne, conquise par la sueur et le sacrifice, et personne ne me chasserait. En arrivant, je remarquai que la porte avait été ouverte. Quelqu'un était entré en mon absence. Rien n'avait été volé. Le peu d'argent que je gardais était toujours caché, tout comme mes quelques bijoux. Mais ils avaient fouillé dans les papiers et documents, probablement à la recherche du titre de propriété de la maison ou de l'acte notarié, quelque chose à utiliser maintenant que leur plan initial avait échoué. Par précaution, j'emportai les documents importants chez Marcel. « Il vaut mieux que vous les gardiez ici, dans le coffre du cabinet », suggéra-t-il. Plus sûr. Cette même semaine, j'eus la visite que j'attendais. Maxence et Delphine se présentèrent à ma porte. Elle avait les yeux gonflés de larmes, lui affichait cette expression maîtrisée, répétée et calculée. « Maman, Dieu merci. Vous allez bien ?» commença Delphine en essayant de m'embrasser. Je me reculai, gardant mes distances. « Pas besoin de faire semblant, Delphine. Nous savons tous les 3 ce qui s'est passé sur ce bateau. C'était un terrible accident. » Mamie Tine, intervint Maxence, la voix tremblante à dessein. « Vous avez glissé. Vous êtes tombé. Nous avons cherché pendant des heures mais la mer était agitée. » La mer était calme comme un lac, Maxence. Et tu n'as rien cherché. Tu as accéléré le bateau dès que je suis tombé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils échangèrent des regards rapides et nerveux. Le scénario préparé ne tenait pas. Vous deviez être confuse,
Désorienté dans l'eau, tenta-t-il à nouveau. C'est compréhensible après un traumatisme. Maxence, coupé, je le fixant droit dans les yeux. J'ai nagé jusqu'au port. J'ai eu tout le temps de réfléchir et de me rappeler exactement ce qui s'est passé. Tes mains dans mon dos, le moteur qui accélère. Vous deux m'abandonnant pour mourir. Le silence qui suivit était lourd, étouffant. Delphine se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de remords, juste de peur et de désespoir d'avoir été découverte. « Que allez-vous faire » demanda finalement Maxence, laissant tomber son masque d'inquiétude. « Aller à la police » ? Non, répondis-je calmement. J'y vis le soulagement immédiat dans leurs yeux. Ils pensaient s'en être tirés, croyant que j'allais faire comme si rien ne s'était passé, peut-être par honte, peut-être par amour maternel. Mais je veux que vous sachiez 2 choses, poursuivis-je. Premièrement, j'ai changé mon testament. Et la maison, le terrain. Tout ira à la coopérative des pêcheurs lorsque je ne serai plus là. Pas un centime pour vous. Je vis le choc puis la colère sur le visage de Maxence. Et sa cupidité était si évidente qu'elle en devenait obscène. Deuxièmement, vous n'êtes plus les bienvenus dans ma maison. Je ne veux plus jamais vous voir. Maman, sanglota Delphine, vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes votre famille. La famille n'essaie pas de tuer la famille. Delphine. Et la famille ne pousse pas sa propre mère d'un bateau pour obtenir une maison. Vous n'avez aucune preuve, tonna Maxence, perdant totalement son sang-froid. C'est votre parole contre la nôtre. C'est vrai, je n'ai pas de preuves, admis-je. C'est pour cela que je ne suis pas allé à la police. Mais nous savons tous les 3 ce qui s'est passé, et cela me suffit. Je me levai, indiquant que la conversation était terminée. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de ma maison. Maxence saisit le bras de Delphine, qui sanglotait encore, et la tira vers la porte. À un dernier moment, il se retourna, le visage déformé par la colère. Vous allez le regretter. Ma mitine. Personne ne croira une vieille folle. Nous allons contester ce testament. Nous allons prouver que vous n'êtes pas saine d'esprit. Vous pouvez essayer, répondis-je tranquillement. Marcel, qui est avocat et a rédigé ce document, sera ravi de vous rencontrer au tribunal. Il a aussi quelques questions sur ce qui s'est passé sur le bateau. Mentionner Marcel fut le coup final. Maxence savait à qui il avait affaire. Il connaissait sa réputation en ville et savait qu'il ne serait pas un adversaire facile. Sans un mot de plus, il sortit en claquant la porte si fort que les vitres vibrèrent. Quand je vis ma propre fille figée sur la jetée, le visage pâle en me voyant vivante, je dus prendre une décision. Devais-je me taire et continuer mon chemin ou les dénoncer tous les 2 à la police immédiatement ? Que auriez-vous fait à ma place, si c'était votre propre fille qui complotait contre votre vie ? Les semaines suivantes furent difficiles. Même si je refusais de les dénoncer, l'histoire se répandit dans le voisinage. Le pêcheur qui m'avait aidé sur la jetée raconta à d'autres dans quel état il m'avait trouvé. Josette mentionna à quelques amis comment j'étais arrivée chez elle, trempée et épuisée. Et bien sûr, les gens remarquèrent la rupture soudaine avec ma fille, qui venait me rendre visite régulièrement auparavant. Dans le petit monde de notre ville, bientôt tout le monde savait ou croyait savoir ce qui s'était passé. Les versions divergeaient. Certains affirmaient que c'était un accident et que j'accusais ma fille à tort. D'autres croyaient à la tentative de meurtre, mais la majorité était de mon côté. Après tout, ils me connaissaient depuis des décennies, avaient vu ma vie de labeur honnête et de lutte quotidienne. Maxence et Delphine commencèrent à m'éviter complètement. Dans la rue, ils traversaient pour ne pas me croiser. Lors des rares événements communautaires, ils gardaient leur distance, comme si je n'existais pas. Au début, cela faisait mal. Après tout, c'était ma fille, l'enfant que j'avais porté, à qui j'avais appris à marcher et à nager. Mais avec le temps, la douleur s'estompa, laissant place à une acceptation résignée. Un mois environ après l'incident, une idée me vint. J'étais assise sur ma terrasse, comme toujours, à regarder la mer, lorsque je vis un groupe d'enfants sur la plage. Ils jouaient au bord de l'eau, entraient et sortaient des petites vagues, riaient et criaient. Mais j'aperçus que plusieurs d'entre eux savaient à peine nager. Ils ne s'aventuraient que jusqu'à ce qu'ils aient pied, et encore avec peur. Je me rappelais ma propre enfance, comment mon père m'avait appris à nager avant même que je sache marcher correctement. Ce savoir m'avait sauvé la vie, non pas 1, mais 2 fois, lorsque le bateau de mon père avait coulé et récemment, quand j'avais été jetée à la mer pour mourir. Ces enfants ont besoin d'apprendre à nager, pensais-je, pas seulement pour s'amuser, mais pour se protéger. Le lendemain, je descendis à la plage et abordai quelques mères présentes avec leurs enfants. Je me présentai. La plupart me connaissaient déjà, au moins de vue, et je proposais d'apprendre à nager aux enfants gratuitement, juste pour m'occuper et transmettre le savoir. Certaines furent méfiantes au début. Une vieille dame voulant enseigner la natation aux enfants semblait étrange.
Mais d'autres qui connaissaient mon passé de pêcheuse acceptèrent immédiatement. Nous commençâmes avec un petit groupe, 5 ou 6 enfants, âgés de 6 à 10 ans. Je les réunis dans la partie la moins profonde de la plage, où l'eau n'atteignait qu'à peine la taille des plus petits. D'abord, je leur appris à flotter, puis à battre des jambes et à bouger les bras, tout avec calme et patience, respectant le rythme et la peur de chacun. Les enfants apprirent vite, bien plus vite que des adultes, en quelques semaines. Ils nageaient déjà au-delà des brisants, confiants et heureux. Les mères, impressionnées, commencèrent à amener davantage d'enfants. Le groupe grandit, 10,15, 20 élèves. Mais je n'enseignais pas seulement la natation. Je leur parlais de la mer, des courants, de la lecture des vagues et du vent. Je racontais des histoires de mon époque de pêcheuse, des tempêtes affrontées et des poissons connus. Je transmettais le savoir reçu de mon père, lui-même reçu de son père. Un savoir ancestral qui se perdait dans le monde moderne des bateaux à moteur et du GPS. Les cours avaient lieu 3 fois par semaine, toujours tôt le matin, quand la mer était calme et le soleil encore doux. J'arrivais en avance, faisais mes étirements, préparant mes vieux muscles, et attendais mes petits élèves au bord de l'eau. C'est lors d'un de ces matins, environ 3 mois après le début des cours, que j'eus une surprise. Un homme s'approcha, observant de loin tandis que j'enseignais à un groupe d'enfants à nager sur le dos. « Mamie Tine » appela-t-il lorsque je fis une pause dans le cours. Puis-je vous parler un instant ? C'était Lucien Marsouin, le président de la coopérative des pêcheurs. Un homme d'âge moyen, fils et petit-fils de pêcheurs, qui dirigeait le groupe depuis plusieurs années. « Bien sûr, Lucien, dis-je, que puis-je pour vous ? En fait, je viens vous faire une proposition, répondit-il, un peu nerveux. Nous avons entendu parler de votre travail avec les enfants, leur apprendre à nager, leur parler de la mer, transmettre le savoir. J'acquiesçai, l'invitant à continuer. La coopérative lance un nouveau projet. Nous voulons créer une sorte d'école de la mer. Pas seulement enseigner la pêche, mais tout le savoir traditionnel, navigation, météo, courant, faune marine, et préserver ce savoir qui disparaît. Cela semble une excellente idée, commentai-je sincèrement intéressé. Et nous aimerions vous inviter à en faire partie comme instructrice, conseillère, comme vous préférez. Personne ne connaît mieux les mers du coin que vous. L'invitation me surprit. À 75 ans, je pensais que mes jours de contribution étaient derrière moi. Je croyais ne plus qu'occuper mon temps jusqu'à la fin. L'idée de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir un but à nouveau, me prit au dépourvu. Je ne sais pas, Lucien, dis-je, je suis déjà âgé pour débuter de nouveaux projets. Vous avez déjà commencé, fit-il remarquer en montrant les enfants qui jouaient dans l'eau. Ce que vous faites ici, par votre initiative, correspond exactement à ce que nous voulons pour le projet. Nous n'offrons que structure et soutien. Je réfléchis un moment. Qu'avais-je à perdre ? Mes journées étaient remplies de solitude depuis la rupture avec Delphine. Les cours de natation avaient été un rayon de lumière, une nouvelle joie. Pourquoi ne pas développer cela ? D'accord, finis-je par accepter. J'y participerai à votre projet, mais à une condition, je veux continuer à donner mes cours de natation ici, sur la plage. Les enfants aiment ça et moi aussi. Bien sûr, Mamie Tine, répondit-il. Nous pourrions même intégrer cela comme partie officielle du projet, avec un peu d'équipement, des gilets de sauvetage pour les débutants. Et ainsi commença une nouvelle phase de ma vie, une que je n'aurais jamais imaginée à 75 ans. En plus des cours de natation, je donnais des conférences aux jeunes pêcheurs au siège de la coopérative. Je leur enseignais comment lire le temps, identifier les bancs de poissons, naviguer aux étoiles quand la technologie échoue. Des connaissances accumulées au fil de décennies en mer, que je pouvais maintenant transmettre. Le projet grandit rapidement. Bientôt, nous accueillîmes des enfants non seulement de notre quartier, mais aussi des quartiers voisins. Nous eûmes le soutien de la mairie et de plusieurs ONG environnementales. Nous achetâmes du matériel, construisîmes une petite structure sur la plage pour le ranger. Nous avions même un petit bateau pour les cours pratiques des plus avancés. Je mis en place un programme complet de sécurité en mer. Les enfants apprenaient à nager, mais aussi les premiers secours et les techniques de sauvetage. Comment réagir en cas d'urgence ? L'idée venait naturellement de ma propre expérience de quasi-mort. 6 mois auparavant, j'avais failli ne pas survivre. Que dire de ceux qui n'ont aucune préparation ? Vous avez sauvé mon fils, m'a dit une mère, les larmes aux yeux. Son garçon de 7 ans était tombé d'un rocher pendant une promenade. Grâce au cours, il avait su rester calme, flotter correctement et attendre les secours. Sans cela, il aurait pu se noyer. Des histoires similaires se multiplièrent avec le temps. Des enfants sauvèrent des amis en difficulté, appliquant ce qu'ils avaient appris. De jeunes pêcheurs affrontèrent des tempêtes inattendues et rentrèrent au port en sécurité. Des touristes furent secourus par des habitants formés par notre programme. Sans m'en rendre compte,
J'avais créé quelque chose d'important. Quelque chose qui faisait une réelle différence dans la vie des gens. Dans ce processus, je trouvais une nouvelle famille, non de sang, mais de cœur. Les instructeurs plus jeunes me traitaient avec un respect presque révérentiel. Ils demandaient toujours conseil et écoutaient mes histoires. Les enfants m'adoraient, courant pour me saluer sur la plage. Les parents me remerciaient, m'invitaient à déjeuner, à des anniversaires, à des fêtes. Peu à peu, la douleur de la trahison de Delphine céda à une nouvelle joie et à un sentiment d'appartenance retrouvé. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée pour mes vieux jours, mais c'en était une, malgré tout. La renommée du projet avait dépassé les limites de notre petit village. Des journaux locaux firent des articles, puis des équipes de télévision de Paris vinrent filmer. La gardienne de la mer m'appelait une dame de 75 ans qui enseignait la natation aux enfants et la préservation de l'océan aux pêcheurs. Au début, les interviews me mettaient mal à l'aise. Je n'ai jamais aimé les projecteurs, mais j'ai vite compris que la visibilité aidait le projet à grandir, à obtenir du soutien et à toucher davantage de personnes. Lors d'une de ces interviews, une journaliste me demanda ce qui me motivait à 75 ans pour entreprendre un projet aussi ambitieux. « La mer m'a sauvé 2 fois, répondis-je simplement. Maintenant, je rends l'appareil. Je n'entrai pas dans les détails de la seconde fois, à propos du bateau, de la poussée et de la lutte pour survivre. Cette partie de l'histoire restait entre moi, la mer et les coupables. Mais la première fois, quand j'étais enfant et que le bateau de mon père avait coulé, celle-là, je la racontais toujours. C'était devenu une légende, un mythe autour de moi. Et la communauté commença à me voir autrement. Je n'étais plus seulement la vieille pêcheuse à la retraite, la veuve solitaire dans sa maison au bord de l'eau. J'étais une gardienne de savoirs anciens, une protectrice de la nouvelle génération. Ce changement se fit sentir un jour de tempête. La mer était déchaînée et d'énormes vagues frappaient la côte. Le vent hurlait comme un animal blessé. Un bateau de pêche n'était pas revenu. 5 hommes, tous expérimentés, surpris par la brusque tempête. Les gardes-côtes avaient été alertés, mais il leur faudrait du temps pour arriver. La communauté se rassembla sur la plage, inquiète et impuissante. Quelqu'un suggéra alors « Demandons à Mamitine, elle saura quoi faire ». On vint me chercher chez moi, m'emmena sur la plage et m'expliqua la situation. Je regardais la mer agitée, le ciel sombre et l'horizon où le bateau avait disparu. Je fermai les yeux, sentis le vent sur mon visage et l'odeur de la tempête. « Ils sont vivants », dis-je enfin. Ils doivent s'être abrités derrière l'île de Saint-Clair. C'est le seul endroit sûr avec ce vent. J'expliquai que l'île créait une zone protégée où l'eau restait plus calme. C'était un savoir ancien, transmis de pêcheur à pêcheur depuis des générations. Les plus jeunes, avec leurs moteurs et GPS, oublient parfois ces techniques traditionnelles. Mais en cas d'urgence, l'instinct prévalait. Un groupe de jeunes pêcheurs, avec des bateaux plus grands et plus sûrs, se proposa pour aller à l'île. Je leur donnai des instructions précises sur la route, les courants à éviter et les signes annonciateurs de changement météo. 3 heures plus tard, ils revinrent, remorquant le bateau disparu. Les 5 hommes étaient exactement là où je l'avais indiqué, ancrés derrière l'île, attendant que la tempête se calme. Le moteur de leur bateau avait lâché, les laissant à la dérive. Avec les rames de secours, ils avaient réussi à atteindre l'abri, mais n'auraient pu revenir sans aide. Cet épisode renforça ma position dans la communauté. Ce n'était pas une question de superstition ou de respect pour l'âge. C'était la reconnaissance d'un savoir réel et précieux qui avait sauvé des vies. Dans les mois qui suivirent, le projet de la coopérative continua de se développer. Nous construisîmes un siège, un petit centre de formation près de la plage. Je commençais à former de nouveaux instructeurs pour que le savoir ne se perde pas à mon départ. Nous produisîmes du matériel pédagogique, des brochures sur la sécurité en mer et des guides sur les poissons et les courants. À ce moment-là, j'avais déjà 76 ans. Mon corps commençait à protester davantage, avec douleurs articulaires les jours de pluie et essoufflement lors des exercices intenses. Mais mon esprit restait vif et mon envie d'enseigner ne cessait de croître. C'est à cette époque que je reçus une lettre sans expéditeur. Juste mon nom et mon adresse, écrits dans une calligraphie que je reconnus immédiatement. Delphine. J'ai hésité avant d'ouvrir l'enveloppe. Presque un an s'était écoulé depuis l'incident, depuis notre rupture. La douleur n'était plus aussi vive, mais elle restait là, tapie sous la surface. Que pouvait-elle vouloir après tout ce temps? La curiosité a fini par l'emporter. À l'intérieur, une seule feuille, quelques lignes tracées à la main. Maman, je n'espère pas que vous me pardonnez, commençait-elle. Je ne mérite pas le pardon. Je voulais seulement que vous sachiez que je me suis séparée de Maxence. Il est parti, retourné à Fécamp. Je vis seule maintenant, essayant de reconstruire ma vie.
Je sais que nous ne nous parlerons probablement plus jamais, et je comprends cela. Je voulais simplement que vous sachiez que je regrette profondément ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé arriver. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à tout cela, sans que je me haïsse pour cela. Votre fille, Delphine. J'ai lu et relu la lettre plusieurs fois. Il n'y avait aucune demande de réconciliation, aucune justification. Juste une reconnaissance de la faute, un aveu de remords. J'y n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire ni comment réagir. Une partie de moi voulait croire au remords, offrir une seconde chance. Une autre partie, plus dure, forgée par la vie, se souvenait de son regard ce jour-là sur le bateau. Et la complicité silencieuse, la volonté de me laisser mourir pour de l'argent. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et essayé de ne plus y penser. J'avais une nouvelle vie maintenant, de nouveaux objectifs, des gens qui dépendaient de moi. Le passé était le passé. Le laisser aller était la seule manière d'avancer. Les jours sont devenus semaines, les semaines des mois, les mois des années. Le projet de la coopérative a continué de croître et d'évoluer. D'un simple cours de natation sur la plage, nous sommes passés à un programme complet d'éducation maritime. Notre initiative était maintenant reconnue au-delà de la région. Mes activités s'adaptaient à mesure que l'âge avançait. À 78 ans, je n'entrais plus dans l'eau pour les démonstrations. Je laissais cela aux jeunes instructeurs que j'avais formés. Mais je continuais à donner des cours théoriques, raconter des histoires, conseiller et superviser. Les enfants m'appelaient affectueusement « grand-mère de la mer ». La maison au bord de l'eau, jadis convoitée, transformée par tant de tragédies, devint un espace communautaire vivant. La terrasse où je passais des heures à contempler l'horizon devint un lieu de réunion et de narration pour les enfants. Le salon accueillait de petites expositions sur la vie marine et l'histoire de la pêche. Le jardin servait pour les fêtes et les rencontres communautaires. Tout s'est fait naturellement à mesure que ma vie et celle du projet s'entrelaçaient. La maison n'était plus seulement mon refuge. Elle était devenue un patrimoine collectif, un symbole de continuité entre passé, présent et futur. Les jours de pluie ou de grand vent, quand la plage était vide, les enfants venaient sur la terrasse. Ils s'asseyaient en cercle et j'y racontais mes histoires de pêcheuse. Je parlais des naufrages auxquels j'avais survécu et des poissons gigantesques que j'avais pêchés. Je racontais mon père, comment il m'avait appris à lire la mer, à respecter ses forces et à profiter de sa générosité. « Avez-vous déjà eu peur de la mer, grand-mère Tine ?» demanda un petit garçon un jour. « Peur ? Jamais, répondis-je sincèrement. »« Du respect, insista-t-il. »« Oui, beaucoup de respect. Et la mère est comme un parent plus âgé et plus sage. On n'a pas peur, mais on écoute et on obéit. » Les enfants absorbaient ces leçons, petits fragments de sagesse, et les emportaient avec eux. Peu à peu, ils devenaient non seulement de bons nageurs et marins, mais des gardiens de ce savoir ancestral. Ils comprenaient cette relation particulière avec l'océan qui avait façonné notre communauté depuis des générations. Je les regardais, leurs visages attentifs, leurs yeux curieux. Une paix que je n'avais jamais connue auparavant m'envahit. La vie avait fait tant de détours, tant de hauts et de bas, tant de pertes et de gains. Et là, à la fin, j'avais trouvé un but inattendu. Une manière de laisser un héritage qui dépassait les biens matériels et les liens du sang. La vieille qui avait survécu à la mer enseignait maintenant aux autres à faire de même. Pas seulement à survivre, mais à comprendre, à respecter et à aimer la mer comme je l'avais toujours aimée. Parfois, par jour clair, quand l'horizon s'étendait à l'infini, je pensais à Delphine. Où était-elle ? Comment allait-elle ? Pensait-elle encore à moi, à la tentative ratée de se débarrasser de moi ? Au fond, une partie de mon cœur gardait encore une place pour elle. Non pas pour la femme qui avait conspiré contre moi, mais pour la petite fille qu'elle avait été. Pour la fille que j'avais aimée par-dessus tout. Peut-être un jour, pensais-je. Peut-être qu'un jour, il y aurait réconciliation, pardon. Pas maintenant, pas si tôt, mais un jour. La mer m'avait appris que même les tempêtes les plus violentes finissent par passer. Qu'après les plus hautes vagues vient toujours la calmie. En attendant, je me contentais de la vie que j'avais reconstruite des cendres de la trahison. Une vie étonnamment riche, pleine et significative, même à mon âge avancé. Comme disait mon père, la mer prend, mais elle donne aussi. Et il faut savoir attendre et savoir recevoir. Ainsi, toutes ces années plus tard, j'étais assise sur ma terrasse, regardant l'horizon comme toujours. Soudain, j'ai vu un couple s'arrêter juste devant moi. L'homme, déjà aux cheveux gris, m'a regardé et a écarquillé les yeux comme devant un fantôme. Et il m'a fallu quelques secondes pour le reconnaître. Puis j'ai compris, Maxence. Le même qui m'avait poussé d'un bateau presque 10 ans plus tôt, espérant ma mort dans les eaux. Là, debout devant moi, avec une femme bien plus jeune accrochée à son bras. Quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu la même terreur qu'il y a des années. D'abord la surprise de me voir vivante,
Puis la peur que je révèle son secret à sa nouvelle épouse. Et elle a saisi le bras de la jeune femme si fort qu'elle a grimacé de douleur. Puis il est parti en la tirant, presque en trébuchant, pressé de disparaître. Cette rencontre m'a projeté en arrière, revivant toute l'histoire comme si c'était hier. Le bateau, la boisson, la poussée, les heures dans l'eau froide. Et la lutte pour la survie, l'arrivée au port, puis tout ce qui a suivi. Ma vie de tragédie était devenue une renaissance. J'ai appris par les voisins que Delphine et Maxence s'étaient séparés quelques mois après ce jour fatidique. La culpabilité et la peur avaient rongé leur mariage de l'intérieur, comme l'eau ronge le métal. Maxence, toujours cupide, n'a jamais supporté l'échec du plan. La maison ne serait jamais à UX. Et elle a commencé à boire, à jouer, à chercher querelle pour un rien. Puis un jour, il a fait ses valises et est parti, retournant à Fécamp. Et elle laissait Delphine seule, face aux factures et à sa culpabilité. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois au fil des ans. D'abord avec cette simple lettre, puis avec d'autres plus détaillées. Elle demandait pardon, disait qu'elle regrettait, qu'elle avait été manipulée par Maxence. Elle est même venue à ma porte une fois, 3 ans après l'incident. Elle était plus maigre, avec des cernes profonds, les cheveux ternes. Elle avait vieilli de 10 ans en 3. Je ne l'ai pas laissée entrer. Je n'étais pas prête. La blessure saignait encore. Et la trahison faisait encore trop mal. Mais j'ai pris ces lettres. Je les ai toutes lues. Je les ai gardées dans une enveloppe bleue, dans le tiroir de la commode. Je n'ai répondu à aucune. Je ne savais pas quoi dire, comment le dire. Comment une mère pardonne-t-elle à sa fille qui a tenté de la tuer? Comment recommencer après quelque chose comme ça? Pendant ce temps, ma vie suivait son nouveau cours. Le projet avec la coopérative des pêcheurs grandissait d'année en année. Ce qui avait commencé comme de simples cours de natation pour les enfants du voisinage s'était transformé en un programme complet d'éducation maritime. Il était maintenant reconnu sur tout le littoral normand. Des jeunes venaient d'autres villes pour apprendre. Des professeurs d'université venaient documenter notre travail. Même des gens d'autres pays s'intéressaient à ce que nous faisions. Ma maison, celle-là même que Maxence convoitait tant, s'était transformée en petit centre communautaire de mon vivant. Ce n'était pas une décision planifiée. C'était arrivé naturellement, organiquement. D'abord, ce furent les réunions de la coopérative sur ma terrasse. Le meilleur point de vue sur la mer. Quand il pleuvait ou ventait trop, les cours théoriques se donnaient dans le salon. Avec le temps, le jardin est devenu un espace pour les fêtes communautaires, les baptêmes de nouveaux bateaux, les commémorations de bonne pêche. La maison n'était plus seulement l'endroit où j'habitais. Elle était devenue une extension du projet, un espace communautaire où tous se sentaient chez eux. Les gens allaient et venaient librement. Il apportait à manger, réparait ce qui se cassait, s'occupait du jardin. C'était comme si la propriété avait déjà été transférée à la coopérative de mon vivant, pas seulement sur le papier à travers le testament. Au fil des années, des dizaines et des dizaines d'enfants sont passés par nos cours. Nous avons enseigné la natation, bien sûr, mais bien plus encore. Nous avons enseigné les courants, les vents, les marées, les poissons, leur période de reproduction, leur cycle migratoire. Nous avons expliqué l'importance de la pêche durable, du respect des périodes de repos biologique, de la préservation de l'environnement marin. Beaucoup de ces enfants sont devenus des adultes liés à la mer d'une façon ou d'une autre. Certains sont devenus pêcheurs, suivant la tradition de leur père et de leur grand-père, mais avec une conscience environnementale que les générations précédentes n'avaient pas. D'autres sont devenus instructeurs dans notre projet, transmettant à leur tour le savoir qu'ils avaient reçu. Certains sont allés étudier l'océanographie, la biologie marine, l'ingénierie de la pêche. Ils portaient le savoir traditionnel dans le monde académique, le mélangeant à la science moderne. Voir ces jeunes grandir, apprendre, se développer, c'était comme voir de petites graines que j'avais plantées germer et fleurir. Chacun d'eux portait un petit morceau de mon savoir, de mon expérience, de mon histoire. C'était un type différent d'immortalité. Non pas à travers le sang, la descendance directe, mais à travers les idées, les valeurs, les enseignements qui survivraient à mon départ. La vieille montre de mon père restait à mon poignet, jour après jour, année après année. Elle n'était plus seulement son souvenir. Le dernier objet resté après que la mer l'ait emporté. Elle était devenue un symbole de ma propre survie, de ma propre lutte contre les eaux. Un rappel constant que le temps continue de passer, implacable, quoi qu'il arrive dans nos vies. Les enfants adoraient entendre l'histoire de la montre. Ils s'asseyaient en cercle sur la terrasse, les yeux écarquillés de curiosité et d'étonnement. Je leur racontais comment ce petit objet avait survécu à 2 naufrages, avait été témoin de 2 générations de lutte contre la mer et contre la méchanceté humaine. La montre de mon père est comme son cœur qui continue de battre, leur expliquais-je. Chaque tic-tac, c'était comme s'il me disait « Continue,
Tin continue. Parfois, lorsque la nuit était limpide et que les étoiles scintillaient comme de petites lanternes suspendues dans l'obscurité, j'emmenais les enfants un peu plus âgés sur le sable. Je leur montrais les constellations, leur racontais comment les navigateurs d'autrefois s'en servaient pour trouver leur chemin, et comment mon père m'avait appris à toujours retrouver la maison en observant le ciel. La mer peut changer d'humeur en un instant, leur disais-je. Mais le ciel, lui, reste fidèle. Les étoiles brillent depuis des millions d'années et elles continueront longtemps après que nous soyons redevenus poussière. Au fil du temps, j'avais forgé une sorte de philosophie personnelle sur l'océan et sur la vie. Rien de compliqué ou d'érudit, juste une sagesse simple, fruit de décennies d'expérience, d'observation, de lutte et de survie. Je leur répétais souvent que la mer ne choisit pas l'âge de ceux qu'elle respecte. Elle honore ceux qui la comprennent et la respectent. Peu importe si vous avez 10 ans ou 4 ans, si vous savez lire ses humeurs et ne jamais sous-estimer sa puissance, elle vous traitera comme un égal. Avec le temps, certains ont commencé à noter mes phrases, ces petits fragments de savoir. Une institutrice de l'école du village a même compilé un petit livre destiné aux élèves, à utiliser comme matériel complémentaire dans les cours de sciences et d'éducation à l'environnement. Il s'intitulait « La sagesse de la mer, enseignement de Mamie Tin ». Je me suis sentie embarrassée en le découvrant, mais aussi profondément fière. Jamais je n'aurais imaginé que mes mots puissent avoir une valeur au-delà de notre communauté. Peu à peu, j'ai compris que ce qui avait commencé par un traumatisme, la poussée, la trahison, la lutte pour survivre s'était transformé en quelque chose de positif. Au départ, ce n'était pas volontaire, ce n'était pas un choix conscient. C'était plutôt comme une plante qui pousse entre les pierres. Elle trouve toujours son chemin, même là où tout semble impossible. Si je n'avais pas été jetée à la mer, si je n'avais pas nagé pendant des heures jusqu'à l'épuisement, si je n'avais pas survécu contre toute attente, peut-être que le projet avec les enfants n'aurait jamais vu le jour. Peut-être que je ne me serais jamais rapprochée de la coopérative. Peut-être aurais-je passé mes dernières années simplement assise sur ma terrasse, à contempler l'horizon et à attendre la fin. La tragédie s'était métamorphosée en raison de vivre, la douleur en moteur, la solitude en communauté. Ce n'était pas le chemin que j'aurais choisi, mais c'était celui que la vie, ou la mer, avait tracé pour moi, et j'avais appris à le suivre, même dans les eaux les plus tourmentées. Les années ont filé et mon corps a senti le poids du temps. À 80 ans, je ne mettais plus les pieds dans l'eau pour les démonstrations pratiques. Je laissais cela aux instructeurs plus jeunes que j'avais formés. Mais je continuais de superviser le projet, de raconter des histoires, de conseiller et de transmettre ce que je savais. Les enfants m'avaient surnommée la grand-mère de la mer, et ce nom m'allait parfaitement. C'est à cette période qu'une visite inattendue a bouleversé ma routine. J'étais assise sur ma terrasse comme à mon habitude lorsque j'ai aperçu une silhouette qui avançait lentement par le sentier de la plage. Ses cheveux gris étaient relevés en un chignon simple et elle marchait avec une canne, visiblement fatiguée par la distance. Ce n'est qu'à mesure qu'elle approchait que j'ai reconnu Delphine. Ma fille paraissait avoir vieilli bien au-delà de son âge réel. Son visage était creusé de rides profondes et son corps s'était voûté comme s'il supportait un poids invisible. Seuls ses yeux n'avaient pas changé. C'étaient les mêmes qui m'avaient fixé depuis le bateau alors que je luttais dans l'eau. Les mêmes qui avaient reflété la stupeur en me voyant vivante sur la jetée. Mon corps s'est raidi malgré moi. Les années avaient passé mais la mémoire du corps restait intacte. La trahison, la douleur et l'abandon s'y étaient imprimés. « Maman !» C'est tout ce qu'elle a dit, d'une voix légèrement tremblante. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée, tentant de rapprocher l'image de la jeune femme qu'elle avait été et celle de cette vieille femme assise en face de moi. Je cherchais en elle l'ombre de la petite fille que j'avais élevée, celle que j'avais aimée sans condition. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-elle en désignant la chaise libre près de moi. J'ai hoché la tête en silence. Elle s'est assise avec peine, appuyant sa canne contre le mur, laissant échapper un léger gémissement d'effort. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés ainsi, côte à côte, les yeux tournés vers la mer. Cette même mer qui avait failli m'engloutir et qui avait failli nous séparer d'une manière plus irrévocable encore que ces longues années d'éloignement. « Je suis venue demander pardon », finit-elle par murmurer sans me regarder. « Je sais que je n'y ai pas droit. Je sais que ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé se produire est impardonnable. Mais je devais te le dire malgré tout. » Un nœud s'est formé dans ma gorge, mélange confus de colère, de tristesse, de nostalgie et d'un soulagement étrange. J'avais tant de fois imaginé cet instant, cette rencontre. Tant de réponses répétées en silence, tant de mots jamais prononcés. « Pourquoi, Delphine ? C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Pourquoi as-tu fait ça ? »
Elle a poussé un long soupir comme si elle avait attendu cette question depuis des années et répété 1000 fois la réponse. Je n'ai pas d'excuses, maman, seulement des explications, et je sais qu'elles ne suffiront pas. Maxence avait ce pouvoir sur moi. Il me faisait croire aux pires absurdités, que tu perdais l'esprit, que tu finirais par céder la maison à un escroc, que nous devions simplement protéger ton patrimoine, ton héritage. Elle s'est arrêtée pour respirer profondément. Au début, je pensais vraiment que c'était pour ton bien. Puis quand j'ai compris où cela nous menait, il était trop tard. J'étais trop impliquée, trop compromise, et j'avais peur de lui aussi. Peur de ce qu'il ferait si je reculais ou si je parlais. Elle a marqué une autre pause, plus longue. Mais ce n'est pas une excuse. J'étais adulte, responsable de mes décisions. J'aurais pu dire non. J'aurais pu l'empêcher. Je ne l'ai pas fait et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à ma mort. Nous sommes retombés dans le silence. Seul le bruit régulier des vagues sur la plage accompagnait ce face-à-face tant de fois repoussé. J'ai appris que toi et Maxence vous étiez séparés, ai-je fini par dire. Elle a acquiescé. Peu après ce jour-là, il a changé avec moi. Il est devenu agressif, il s'est mis à boire. Je crois que la culpabilité le dévorait comme elle me dévorait. Mais au lieu d'y faire face, il fuyait jusqu'à ce qu'un jour il parte sans rien dire. Et toi, qu'as-tu fait toutes ces années ? J'ai essayé de reconstruire ma vie. J'ai retrouvé du travail. J'ai décroché un emploi dans une boutique à Fécamp. J'ai loué un petit appartement. J'ai vécu seule, calmement. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais fait, à la personne que j'étais devenue pour en arriver là. Je l'ai observé, vraiment observé, et j'ai perçu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Ce n'était pas seulement une femme usée par le temps, c'était une femme brisée de l'intérieur. Ses épaules s'affaissaient. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Son visage portait l'expression permanente de quelqu'un écrasé par un fardeau trop lourd. J'ai lu tes lettres, ai-je dit. Toutes ? Elle a eu l'air surprise. Tu n'as jamais répondu. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si c'était possible de reconstruire quoi que ce soit après ce qui s'était passé. Et maintenant, a-t-elle murmuré, une légère vibration d'espoir dans la voix. Penses-tu que ce soit possible ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé la mer, l'horizon infini, le soleil qui déclinait lentement, peignant le ciel d'orange et de rose. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, appris et bâti depuis ce jour fatidique. Je ne sais pas, Delphine. Ai-je murmuré avec franchise. Je ne sais pas si nous pourrons retrouver ce que nous étions autrefois. Certaines blessures laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais complètement. Peut-être pourrions-nous bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent si le temps nous est donné. Ce n'était pas un pardon total, ni un conditionnel. Ce n'était pas un « tout va bien, faisons comme si rien ne s'était passé ». C'était plutôt une porte entr'ouverte, une possibilité, une chance. C'était tout ce que je pouvais offrir à cet instant. Elle a hoché la tête, comprenant. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues ridées. Mais aucun son ne s'échappait de sa bouche. Elle ne cherchait pas à m'émouvoir par des sanglots ou des lamentations. Elle laissait simplement ses larmes couler, témoignage discret d'un remords profond et d'une acceptation résignée des conséquences de ses choix. Puis-je revenir ? A-t-elle demandé enfin. Un autre jour, ai-je répondu simplement. Ainsi a commencé un lent et prudent processus de rapprochement. Ce n'était pas encore une réconciliation. C'était comme deux étrangers essayant de se connaître à nouveau, d'apprendre à se faire confiance, avançant par petites étapes vers un territoire inconnu. Delphine a commencé à venir une fois par semaine. Elle s'asseyait sur la terrasse avec moi. Parfois nous parlions, parfois nous restions silencieuses, contemplant la mer. Peu à peu, elle s'est mise à m'aider pour de petites tâches. Elle rangeait la maison, préparait le déjeuner, faisait des courses au marché pour moi. Un jour, elle est arrivée avec un album de vieilles photos. Des images d'elle enfant, des photos de nous ensemble, des photos d'Henri. Nous avons passé l'après-midi à feuilleter ses souvenirs, à évoquer des histoires, à reconstruire un récit commun qui avait été brutalement interrompu. Avec le temps, Delphine s'est aussi impliquée dans le projet de la coopérative. D'abord comme simple observatrice, puis comme bénévole. Elle aidait à organiser les événements, à préparer le matériel pédagogique, à accueillir les parents. Elle n'était pas le centre du projet, cet espace appartenait déjà à ceux qui avaient été à mes côtés dans les moments les plus difficiles et avaient tout construit depuis le début. Pourtant, elle était présente, discrète mais utile, constante. Les enfants l'appelaient « la fille de grand-mère-mère », et elle semblait apprécier ce surnom comme un titre honorable, une nouvelle identité qu'elle pouvait embrasser, laissant derrière elle la femme qu'elle avait été, celle qui avait conspiré contre sa propre mère. Nous n'avons jamais repris une vie commune. Nous n'avons jamais retrouvé complètement la relation d'autrefois. Un espace subsistait entre nous, une distance émotionnelle qui ne disparaîtrait peut-être jamais totalement. Mais nous avons trouvé une manière de coexister,
de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui avait été détruit. Le pardon est venu doucement, par petites touches. Il n'a pas surgi comme un grand moment dramatique d'absolution. Il est venu dans le partage d'un repas, dans un regard compréhensif, dans une main tendue pour aider l'autre à se relever. Il est venu non pas comme un oubli, je n'ai jamais effacé ce qui s'était passé sur ce bateau, mais comme une intégration du passé au présent et au futur. Pendant ce temps, le projet de la coopérative continuait de prospérer. Ce qui avait commencé comme une initiative locale pour les enfants d'Étretat accueillait désormais des jeunes de toute la région, de villes voisines, voire d'autres départements, venus exprès pour apprendre avec nous. Nous avons développé du matériel pédagogique distribué dans les écoles sur tout le littoral. Nous avons produit des vidéos, des documentaires, des brochures. Nous avons formé des dizaines d'instructeurs qui portaient notre méthodologie dans leur propre communauté. Nous avions mis en place un modèle qui avait été repris ailleurs, adapté aux particularités de chaque littoral. L'héritage qui se dessinait dépassait largement ma personne, mon histoire individuelle. C'était une œuvre collective, en constante transformation, qui perdurait bien au-delà de ma propre existence. Cette certitude m'apportait une sérénité profonde. Savoir que mon père m'avait transmis, que j'avais affiné au fil de décennies passées sur la mer et qui avait failli disparaître avec moi ce jour fatidique, était désormais en sécurité, préservé et transmis aux nouvelles générations, me réconfortait profondément. Les récits que je partageais sur les tempêtes affrontées, les poissons monstrueux que j'avais pêchés, les naufrages auxquels j'avais survécu et aussi, oui, sur la trahison et la lutte pour rester en vie, circulaient au sein de la communauté. Ces histoires prenaient vie d'elles-mêmes, se transformant en légendes, en enseignements, en sources d'inspiration. La vieille qui avait défié la mer n'était plus seulement un surnom, mais presque un titre légendaire. Les enfants me regardaient avec un mélange d'affection et de respect, comme si j'étais sortie d'un roman d'aventure plutôt qu'une simple pêcheuse à la retraite qui avait survécu grâce à son obstination et à son savoir. Assise sur ma terrasse, à contempler la mer comme toujours, je me suis surprise à réfléchir à tous les détours que la vie prend, à la manière dont les chemins se croisent et s'éloignent, et parfois se rejoignent de façon inattendue. Je repensais à ce jour sur le bateau, qui aurait dû être ma fin, et à quel point il s'était avéré être le début d'une nouvelle vie. Si j'étais morte ce jour-là, comme il l'avait espéré, qu'aurait-on perdu ? Pas seulement ma vie, mais toutes celles touchées par le projet. Tous les enfants qui ont appris à nager, les jeunes devenus des pêcheurs responsables, toutes ces connaissances ancestrales préservées et transmises. Ce qui semblait n'être qu'une tragédie personnelle s'était transformé en un bien collectif, un impact durable qui n'aurait jamais existé autrement. Ce n'est pas que cela justifie leurs actes, rien ne pourrait les excuser, mais cela montre notre capacité à transformer même les pires épreuves en quelque chose de positif, lorsque l'on a du courage, de la persévérance et un objectif. Ma philosophie de vie s'est cristallisée au fil des années en quelques principes simples mais puissants. Le respect est la base de toute relation durable, que ce soit avec les autres, avec la mer ou avec la vie elle-même. Le savoir est un trésor qui ne fait que grandir lorsqu'on le partage. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour faire la différence. Et peut-être la leçon la plus difficile, le pardon n'est pas une faiblesse mais une force. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui a été fait, mais de choisir de ne pas laisser le passé déterminer le présent et l'avenir. C'est se libérer des chaînes du ressentiment, de l'amertume et du désir de vengeance. C'est comprendre que chacun de nous est capable du meilleur comme du pire selon les circonstances, les influences et les choix que nous faisons. Pardonner à Delphine n'a pas été simple, ni rapide ni complet. C'était un processus ponctué d'avancées et de recul, de jours d'ouverture et de jours de fermeture. Chaque fois que je la voyais, chaque fois que je repensais à ce jour sur le bateau, je devais renouveler ce choix. Mais chaque petit geste de pardon était aussi un acte de guérison, pas seulement pour elle, mais surtout pour moi. C'était ma manière de dire, ce que tu as fait était terrible, mais cela ne me définira pas. Cela ne m'empêchera pas de vivre pleinement le temps qu'il me reste. La montre de mon père restait à mon poignet, marquant inlassablement les heures, les jours, les années. Cette même montre qui avait survécu au naufrage qui avait failli m'emporter et qui m'avait accompagnée dans ma lutte pour survivre ce jour-là. Elle n'était plus simplement un objet, mais un symbole, un talisman, un lien tangible avec le passé, une preuve concrète de la continuité de la vie à travers les générations. Parfois, la nuit, lorsque le sommeil se refusait à moi, je restais là à la contempler dans l'obscurité, écoutant son tic-tac hypnotique et régulier. Je pensais à mon père, jeune et vigoureux, naviguant sur ces mêmes eaux où je devais, bien plus tard, tracer ma propre route. Je me revoyais enfant, apprenant patiemment les secrets de la mer,
puis femme affirmant sa place dans un monde d'hommes. Enfin, je me voyais vieille, transmettant ce que j'avais appris. Je pensais aussi à ces enfants, à ces jeunes qui portaient désormais ce savoir, adapté à leur époque, le gardaient vivant et utile. C'était comme une grande chaîne invisible qui nous reliait à travers les âges. Mon père, moi, eux. Une chaîne forgée non pas de métal, mais d'histoire, d'expérience et de sagesse partagée. La mer qui avait été mon lieu de travail, mon école, mon presque tombeau, était devenue mon héritage. Pas la mer physique, bien sûr. Celle-là appartient à tous et à personne. Mais la relation avec elle, sa compréhension et son respect, c'est cela que je laissais aux générations futures. Quand Maxence s'est enfui en me voyant, traînant sa jeune épouse derrière lui, j'ai ressenti comme une boucle qui se refermait. Il était resté le même, cupide, lâche, cherchant toujours des raccourcis, voulant s'emparer de ce qui ne lui revenait pas. Mais moi, j'avais changé. Je n'étais plus cette vieille femme qu'il avait tenté d'éliminer. J'étais devenue une bâtisseuse, une éducatrice, une gardienne de savoirs ancestraux. J'étais celle qui avait transformé la tragédie en force, la trahison en héritage. À cet instant précis, j'ai ressenti de la pitié pour lui. De la pitié pour un homme qui avait tant vécu et si peu appris, qui fuyait encore ses fantômes, ses responsabilités et ses choix, et qui ne connaîtrait sans doute jamais la paix intérieure, celle qui naît de l'harmonie avec soi-même, avec les autres, avec le monde. La vengeance que je n'avais pas poursuivie, la justice légale que je n'avais pas réclamée, avait été remplacée par quelque chose de plus puissant et de plus durable. Une vie vécue avec un but, avec du sens, avec un impact positif sur le monde. Une vie qui, d'une certaine façon, était devenue plus vaste et plus riche précisément parce qu'on avait tenté de me l'enlever. Le soleil descendait à l'horizon, peignant le ciel et la mer de teintes d'orange, de rose et de violet. Les enfants jouaient sur la plage en contrebas, certains nageaient encore, d'autres bâtissaient des châteaux de sable, d'autres couraient et riaient, libres et insouciants. Un cours venait de s'achever, une journée de plus à transmettre, à toucher des vies, à façonner des avenirs. J'ai regardé la montre à mon poignet, celle qui avait marqué tant d'heures décisives dans ma vie. Il était presque 18 heures. Bientôt, il faudrait ranger le matériel, rentrer, se reposer pour une nouvelle journée demain. Mais pour l'instant, je restais là, immobile, savourant la beauté de l'instant et la plénitude de cette vie reconstruite sur les cendres de la trahison. Une vie devenue, contre toute attente, plus riche, plus dense, plus pleine de sens que je n'aurais jamais imaginé à mon âge. La mer prend, disait mon père, mais la mer donne aussi. Il faut simplement savoir attendre, savoir recevoir. Paroles sages d'un homme simple, qui m'avait guidé à travers les tempêtes, les pertes, les trahisons. Des paroles qui restaient vraies. Même après toutes ces décennies, après tout ce vécu et cet apprentissage, la mer avait tenté de m'emporter 2 fois, d'abord dans la tempête qui avait pris mon père, puis le jour où ma propre fille avait conspiré contre moi. Mais ces 2 fois, elle m'avait rendue plus forte, plus lucide, plus déterminée à vivre pleinement le temps qu'il me reste. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre. À 83 ans, chaque jour est un cadeau, une opportunité, une bénédiction. Mais je sais qu'au moment où viendra réellement mon départ, ce ne sera ni la peur, ni le regret, ni l'amertume qui m'accompagneront. Ce sera plutôt la sérénité de celle qui a vécu pleinement, qui a aimé sincèrement, qui a contribué à laisser le monde un peu meilleur qu'elle ne l'a trouvé. Et au final, c'est sans doute tout ce que chacun d'entre nous peut attendre de la vie. Je suis Ernestine Lavandier-Belmonde, celle que la mer a tenté d'engloutir, mais qui en est revenue plus forte et plus enracinée à la terre. Voici le récit de ma vie, la manière dont j'ai transformé une trahison en force pour soutenir et inspirer des centaines de personnes. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de femmes que les hommes ont voulu briser mais qui sont devenues légendes, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie, car chaque vieille a plus de secrets que la mer elle-même. Il suffit d'écouter avec attention pour les entendre. Et si mon histoire, celle d'une pêcheuse de 74 ans qui a défié l'océan et reconstruit sa vie sur les cendres d'une trahison, vous a touché, cliquez sur les petits carrés qui apparaissent maintenant à l'écran. Vous y trouverez d'autres récits de femmes guerrières, comme moi, qui ont affronté l'impossible et en sont sorties plus fortes. Des histoires qui méritent d'être racontées et entendues, car c'est ainsi que nous apprenons. C'est ainsi que nous grandissons, en écoutant celles et ceux qui ont déjà parcouru le chemin avant nous.